Personne ne la voyait jamais. Les gens ne baissaient pas les yeux. Ils se hâtaient sur les larges trottoirs de Paris, les yeux rivés sur leur téléphone ou sur un horizon lointain, ne remarquant jamais la petite silhouette qui se faufilait parmi eux. Pour le monde, Amélie n'existait pas. Elle n'était qu'une ombre glissant le long des façades haussmanniennes, une partie de la grisaille parisienne. Amélie s'en accommodait. Être invisible avait ses avantages. Le ciel retenait encore les derniers rayons du soleil, teintant la Seine de reflets orangés, lorsqu'elle arriva dans la ruelle derrière, le petit bistrot, dans le Marais. C'était son endroit préféré les mardis. Le cuisinier moustachu jetait de la bonne nourriture, parfois même des parts entières de quiche et des morceaux de pain à peine touchés. « Jour de chance !» murmura-t-elle pour elle-même, trouvant la moitié d'un hachis parmentier dans un sac. Il n'était pas encore froid. Amélie tenait le trésor dans ses deux mains, sentant la chaleur contre ses doigts fins. L'odeur fit gronder son estomac si fort qu'elle en rit. Un petit plaisir dans un monde plein de grandes luttes. Soigneusement, elle glissa la nourriture à l'intérieur de son manteau élimé et continua sa quête. Elle ne prenait jamais tout d'un coup. Mieux valait répartir ses ressources, au cas où elle en perdrait une. Amélie avait appris cela toute seule, comme tant d'autres choses qui la maintenaient en vie dans les rues. Alors qu'elle fouillait une poubelle voisine, ses doigts se refermèrent sur quelque chose de rond et de lisse, une capsule de soda rouge brillante. Amélie sourit, la glissant dans sa poche avec les autres qu'elle avait collectés tout au long de la semaine. Pour n'importe qui d'autre, c'était un déchet. Pour Amélie, c'était un trésor. Le vent agita ses cheveux sombres, lui faisant lever les yeux vers le ciel. De lourds nuages s'amoncelaient, chargés de la promesse de pluie. Amélie reconnaissait ces signes. Il était temps de trouver un abri. Non que le froid ou la pluie soient quelque chose de nouveau. Elle vivait dans la rue depuis si longtemps que son petit corps s'était adapté aux éléments. Son manteau, 3 tailles trop grand, avait été trouvé dans une boîte de dons laissée à la porte d'une église. Il n'était pas joli. Des taches fanées marquaient le tissu bleu terne, mais il la gardait au chaud quand c'était nécessaire. Amélie accéléra le pas, traversant la rue en direction de la station de métro fantôme Croix-Rouge. Lors de rénovations avortées, les ouvriers avaient laissé plusieurs caisses de matériel dans un coin de l'entrée est. Elle avait découvert qu'en empilant 2 d'entre elles d'une certaine manière, elle pouvait former un abri parfait contre la pluie. Dans sa cachette actuelle, Amélie gardait son petit monde, un monde fait de capsules de soda, soigneusement organisées en cercle parfait. Chaque couleur représentait un royaume sur la carte imaginaire qu'elle avait créée. Les canettes écrasées devenaient des bâtiments et des châteaux. Des morceaux de verre colorés se transformaient en lacs et en océans brillants. C'était un royaume où elle régnait, un endroit où personne ne pouvait l'expulser ou prétendre qu'elle n'existait pas. Les premières gouttes commencèrent à tomber alors qu'elle tournait au coin de la rue. Épaisses et lourdes, elles faisaient un bruit sourd contre l'asphalte. Amélie courut, sentant son cœur s'emballer avec l'adrénaline. Courir était l'une des rares choses qu'elle appréciait vraiment. Cela la faisait se sentir libre, comme si elle pouvait échapper à tout, même à sa propre réalité. Les lumières de la ville commencèrent à briller, se reflétant dans les flaques qui se formaient. Le monde avait l'air différent quand il pleuvait, plus propre, plus lumineux, comme si l'eau lavait toute la crasse et la tristesse. « Ça va être une grosse averse », pensa-t-elle, observant les éclairs qui annoncèrent l'orage. Elle atteignit la station juste au moment où la pluie déchaînait toute sa force. Ses cheveux sombres étaient plaqués sur son visage, et ses baskets trempées faisaient un bruit amusant à chaque pas. Peu importe. Dans quelques minutes, elle serait assez sèche à l'intérieur de son abri. Amélie réarrangea les caisses, s'assurant que l'eau ne s'infiltrerait pas facilement. Elle sortit le parmentier de son manteau et commença à manger lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était son dernier repas. La nourriture était l'une des rares choses dont elle pouvait encore pleinement profiter. Peut-être parce qu'elle ne savait jamais quand viendrait le prochain repas. En mâchant, elle pensa à ce que ce serait d'avoir un vrai chez-soi, un toit qui ne fuit pas, un lit qui n'est pas fait de carton, de la nourriture qui ne vient pas des poubelles. Parfois, en passant devant des immeubles avec de grandes fenêtres, elle voyait des familles assises autour de tables, riant, parlant, tous ensemble. Amélie ne se souvenait pas d'avoir eu un père. Sa mère était une figure floue dans sa mémoire. Parfum bon marché,
main froide, promesse rompue. « Je reviens tout de suite, ma chérie. Attends ici. » C'étaient les derniers mots qu'elle avait entendus d'elle il y a si longtemps que cela semblait parfois un rêve. Elle attendit des heures, puis des jours. Quand la faim s'installa, elle commença à chercher de la nourriture. Quand la police se montra, elle apprit à se cacher. Et ainsi, peu à peu, la rue devint sa maison. L'orage déchira le ciel avec des éclairs suivis de coups de tonnerre qui faisaient vibrer le sol. Amélie n'avait pas peur. Il y avait des choses bien pires que les orages. Les gens, par exemple. Elle finit le parmentier et s'essuya les mains sur le bord de son manteau. Puis elle sortit les capsules de sa poche et commença à les arranger. Son petit monde fantastique était le seul endroit où elle existait vraiment, où elle comptait. Là, elle n'était pas seulement une ombre, mais une reine, une bâtisseuse de cité, une personne. La pluie tombait maintenant en rideaux denses, frappant le métal et le béton autour d'elle. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce bruit, comme une couverture sonore qui étouffait le reste du monde. Amélie s'allongea sur son matelas de fortune, fait de carton et de bouts de tissu, et ferma les yeux. Demain serait un autre jour de recherche de nourriture et de trésors. Elle était presque endormie quand elle entendit le bruit, le crissement des pneus sur le pavé mouillé, assez fort pour percer même la tempête, puis le fracas métallique, quelque chose de grand entrant en collision violemment. Amélie se redressa immédiatement. Les accidents signifiaient la confusion, les questions de la police. Cela signifiait devoir se cacher encore plus, mais cela signifiait aussi que quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Elle hésita. La pluie était forte et son abri était sec. Ce n'était pas son problème. Le monde extérieur ne se souciait pas d'elle, alors pourquoi devrait-elle s'en soucier? Pourtant, quelque chose la fit se lever. Peut-être la curiosité. Peut-être cette partie têtue d'elle qui croyait encore que les gens pouvaient être bons, malgré toutes les preuves du contraire. Elle quitta prudemment son abri, restant dans l'ombre. La pluie tombait fort, mais la visibilité s'était un peu améliorée, assez pour voir ce qui s'était passé. Une grande berline noire rutilante, du genre que seuls les gens très riches conduisent, s'était écrasée contre un lampadaire haussmannien sur la place de la Concorde. L'avant était complètement détruit et de petites flammes commençaient à apparaître sous le capot, dansant même à travers la forte pluie. Amélie regarda autour d'elle. La rue était étrangement vide. Personne ne courait pour aider. C'était comme si ce coin de la ville avait été oublié par la nuit, par l'orage, par le destin lui-même. Elle s'approcha à pas de loup, toujours cachée par l'obscurité. C'est alors qu'elle vit le conducteur, un homme piégé sur le siège avant, bougeant faiblement. La portière avait l'air enfoncée, impossible à ouvrir. Les flammes grandissaient, alimentées par quelque chose qui fuyait du moteur détruit. Amélie hésita de nouveau. Aider signifiait être vue. Être vue signifiait des questions, peut-être les autorités. Peut-être un de ces endroits pour les enfants comme elle, les foyers et les familles d'accueil qu'elle craignait. C'est alors qu'elle entendit le cri. Un cri qui lui serra le cœur, un son de pur désespoir qui transperça la nuit pluvieuse. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici. » La voix de l'homme était remplie de peur, d'une vulnérabilité qu'Amélie connaissait trop bien. Ce n'était pas le cri de quelqu'un d'important ou de puissant. C'était le cri de quelqu'un qui, à ce moment-là, était tout aussi seul et impuissant qu'elle. Elle fit un pas en arrière, prête à retourner dans sa cachette. Ce n'était pas son problème. Ça ne pouvait pas l'être. Survivre seule était déjà assez difficile. « À l'aide, s'il vous plaît ?» Sa voix était plus faible maintenant, étouffée par la fumée qui commençait à remplir la voiture. Les flammes s'embrasèrent soudainement, illuminant l'intérieur du véhicule. Amélie vit clairement le visage de l'homme, les yeux écarquillés de terreur, un filet de sang coulant sur son front. Il n'avait pas l'air puissant ou menaçant, juste effrayé, pas si différent de son propre visage dans ses cauchemars. À cet instant, Amélie prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Elle courut vers la voiture. La pluie lui martelait le visage à mesure qu'elle approchait. La chaleur des flammes augmentait de seconde en seconde, rendant l'air autour d'elle étouffant. L'homme vit la petite silhouette s'approcher et parut confus, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. « La portière est coincée », réussit-il à dire, toussant à cause de la fumée.
Amélie essaya de l'ouvrir, mais elle était trop lourde, également cabossée par l'impact. Elle tira de toutes ses forces, ses pieds glissant sur l'asphalte mouillé, mais la portière ne bougea pas. « Ça va exploser », murmura l'homme, la peur claire dans sa voix. « Sauve-toi, petite, pars d'ici !» Mais Amélie ne courut pas. Elle chercha désespérément autour d'elle. Une pierre de taille moyenne gisait dans une jardinière près du lampadaire. Amélie la saisit à deux mains. « Détournez le visage !» cria-t-elle à l'homme, qui obéit instinctivement. De toutes les forces qu'elle put rassembler, Amélie frappa la pierre contre la vitre passager. Une fois, deux fois. À la troisième tentative, la vitre se brisa, se désintégrant en des milliers de petits fragments. La chaleur était maintenant intense, presque insupportable. Amélie se protégea le visage avec son bras en passant à travers la vitre brisée pour atteindre la ceinture de sécurité de l'homme. Ses petits doigts travaillèrent rapidement pour déverrouiller le loquet. « Vous pouvez bouger ?» demanda-t-elle en toussant dans la fumée. L'homme hocha faiblement la tête, se traînant vers la vitre brisée. Amélie l'aida du mieux qu'elle put, le tirant par les bras. Il était lourd et beaucoup plus grand qu'elle, mais l'adrénaline donnait à la jeune fille une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. « Allez !» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Vous pouvez le faire. » Avec un dernier effort, ils y parvinrent. L'homme tomba de la voiture, roulant sur le trottoir mouillé. Amélie le tira plus loin du véhicule, ses petites mains agrippant le tissu coûteux de sa veste. « Père !» marmonna-t-elle, entendant le son sinistre du feu rongeant le carburant. Ils rampèrent quelques mètres plus loin du lieu de l'accident. L'homme toussait, respirant avec difficulté, mais il était vivant. Vivant grâce à elle. C'était un sentiment étrange pour Amélie, qui n'avait jamais été nécessaire à personne. La voiture explosa derrière eux, pas comme dans les films avec une énorme boule de feu, mais avec une série de détonations et de plus grandes flammes qui engloutirent complètement le véhicule. Même de loin, elle sentit la chaleur contre son dos. L'homme gisait sur le trottoir, haletant. Du sang coulait d'une coupure sur sa tête, se mélangeant à l'eau de pluie qui lavait son visage. Ses yeux, cependant, étaient ouverts et fixés sur Amélie. « Vous » commença-t-il, sa voix faible mais claire. « Vous m'avez sauvé. » Amélie ne répondit pas. Elle regrettait déjà d'avoir aidé. Les gens signifiaient des complications, des questions, devoir expliquer des choses qu'elle préférait cacher. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme, luttant pour rester conscient. Elle hésita. Donner son nom était dangereux. Un nom signifiait une identité. Une identité signifiait être retrouvée. Et être retrouvée était la dernière chose qu'elle voulait. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme la fit répondre. Ce n'était pas le regard apitoyé que certains adultes lui lançaient quand ils la voyaient fouiller les poubelles, ni le regard de dégoût ou de peur. C'était de la gratitude. « Amélie !» répondit-elle finalement, sa voix presque un murmure au milieu de la pluie et des flammes. L'homme eut un faible sourire. « Merci, Amélie !» dit-il, avant que ses yeux ne commencent à se fermer, la conscience s'échappant comme du sable entre les doigts. Au loin, les sirènes. Quelqu'un avait finalement remarqué l'accident et appelé à l'aide. Les sons se rapprochaient, tranchant la nuit comme des couteaux aiguisés. Amélie regarda l'homme inconscient, puis les lumières rouges et bleues qui commençaient à apparaître au loin. Elle décida qu'elle en avait assez fait. Dans quelques secondes, elle serait entourée de policiers, de ambulanciers, de gens posant des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. « Au revoir », murmura-t-elle. Bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas l'entendre, les sirènes étaient plus proches maintenant. Amélie jeta un dernier regard à l'homme. Son costume noir était déchiré et sale, mais il criait toujours argent. Il s'en sortirait. Les gens comme lui s'en sortaient toujours. Ils avaient de l'argent, du pouvoir, des gens qui se souciaient d'eux. Au moment où la première ambulance tourna au coin de la rue, Amélie avait déjà disparu dans l'ombre, de nouveau invisible, comme elle l'avait toujours été. La seule preuve de son existence étaient les petites empreintes mouillées qui seraient bientôt lavées par la pluie. Les ambulanciers ne trouvèrent qu'un homme inconscient à côté d'une voiture en feu. Alors qu'ils le transportaient vers l'ambulance, vérifiant ses signes vitaux et administrant les premiers soins, personne ne remarqua la petite silhouette qui observait de loin, dissimulée dans l'obscurité d'une ruelle voisine.
Amélie regarda tandis qu'il chargeait l'homme dans l'ambulance. Un instant, elle imagina ce que ce serait de monter dans cette ambulance avec lui, d'aller dans un hôpital propre et chaud, peut-être de recevoir un remerciement formel, voire une récompense, un endroit où rester. Mais elle savait que ce ne serait pas comme ça. Les questions viendraient, puis les services sociaux, puis, elle ne serait qu'une autre enfant perdue dans le système, une autre statistique. Mieux valait rester invisible. L'ambulance partit, emmenant l'homme vers un monde qu'Amélie n'observait que de loin. Un monde de confort, de sécurité et de certitude qu'elle pouvait à peine imaginer. Les sirènes s'estompèrent, ne laissant que le bruit de la pluie et le crépitement lointain de la voiture en feu. Amélie retourna à son abri, trempée et épuisée. La montée d'adrénaline s'était dissipée, la laissant tremblante et froide. Elle s'allongea sur son matelas de carton humide, tirant un morceau de carton sur elle, comme une couverture. Elle ferma les yeux, écoutant l'orage dehors. Personne ne remarquait jamais Amélie. C'est ainsi qu'elle survivait. Mais cette fois, quelqu'un l'avait vue. Quelqu'un connaissait son nom, et cela allait tout changer. Jean-Luc Barrette ouvrit lentement les yeux. La lumière vive du plafond blanc faisait encore plus palpiter sa tête. L'odeur de désinfectant et le bip régulier des machines confirmaient ce qu'il soupçonnait déjà. Il était dans un hôpital. Il essaya de bouger, mais la douleur l'arrêta. Son corps semblait brisé à des endroits dont il ne connaissait pas l'existence. Son bras droit était bandé et il pouvait sentir des compresses enroulées autour de sa poitrine et de sa tête. Il referma les yeux, essayant d'organiser les souvenirs fragmentés qui flottaient dans son esprit. La voiture, la pluie, le lampadaire, le feu, et puis elle. « Amélie », murmura-t-il, sa première pensée cohérente depuis son réveil. Une infirmière qui vérifiait ses constantes s'arrêta et se pencha sur lui. « Monsieur Barrette, vous êtes réveillé. Je vais appeler le médecin immédiatement. » Jean-Luc ne regarda même pas la femme. Son esprit était fixé sur le souvenir de cette petite silhouette sous la pluie. Des cheveux sombres et mouillés plaqués sur son visage. De grands yeux sérieux qui semblaient beaucoup plus vieux qu'ils ne le devraient. De minuscules mains le traînant loin de la voiture en flammes. « Amélie !» répéta-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Le médecin entra en courant dans la chambre, suivi de 2 assistants. Au cours des minutes suivantes, Jean-Luc endura des questions sur ce qu'il ressentait, des tests de sa réactivité et des explications sur ses blessures. 3 côtes cassées, une légère commotion cérébrale, des brûlures au 2e degré sur le bras droit, des coupures et des contusions sur tout le corps. « Vous avez beaucoup de chance, monsieur Barrette, » dit finalement le médecin. « 1 minute de plus dans cette voiture et nous n'aurions pas cette conversation. » Jean-Luc hocha légèrement la tête, le regard lointain. « Qui m'a trouvé ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Il avait besoin de la confirmation qu'il n'avait pas imaginé la jeune fille. Le médecin échangea des regards confus avec l'infirmière. « Eh bien, selon les ambulanciers, vous étiez seul quand ils sont arrivés. Quelqu'un a dû appeler le 911, mais ils ne sont pas restés sur les lieux. » Jean-Luc ferma de nouveau les yeux, alors elle avait simplement disparu, retournant dans les ombres d'où elle était venue. Une enfant des rues, dehors dans la tempête, après lui avoir sauvé la vie. « Je dois passer un appel, » dit-il en essayant de se redresser. « Monsieur Barrette, vous devez vous reposer. Tout ce qui concerne les affaires peut attendre maintenant. » La voix de Jean-Luc n'était pas forte, mais elle portait le poids de quelqu'un habitué à être obéi. Le médecin hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Juste quelques minutes. Une fois seul, Jean-Luc prit le téléphone et composa un numéro que très peu de gens connaissaient. « Gérard, » dit-il lorsque l'appel fut répondu. « J'ai besoin de toi. » 3 jours passèrent avant que Jean-Luc n'ait la force de quitter son lit, plus de quelques minutes. Les médecins insistaient pour qu'il reste à l'hôpital au moins 1 semaine de plus, mais il connaissait son propre corps. Plus important encore, il connaissait son esprit, et son esprit ne pouvait pas se reposer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Amélie, la fille qui était apparue de nulle part et avait disparu de la même manière, ne laissant que son nom et une dette que Jean-Luc ne savait pas comment rembourser. L'après-midi du 4e jour, Gérard Recker entra dans la chambre d'hôpital, grand, large d'épaules et aux cheveux grisonnants.
L'ancien militaire portait un dossier discret sous le bras. Son visage, habituellement impassible, montrait une légère moue en voyant l'état de son employeur, et Jean-Luc aimait à le penser, ami. « Vous avez une sale mine, » dit Gérard, en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Toujours honnête, » répondit Jean-Luc avec un faible sourire. « Qu'as-tu découvert » Gérard posa le dossier sur la table de chevet et l'ouvrit, révélant des photos et des documents. « Rien de bon, » commença-t-il, son ton professionnel. « L'accident n'en était pas un. Quelqu'un a saboté les freins de votre voiture. » Jean-Luc hocha lentement la tête. D'une manière ou d'une autre, il s'y attendait. « Il y a plus, » continua Gérard, montrant une photo agrandie du mécanisme de la portière de la voiture. « Les serrures ont été modifiées. Au moment de l'impact, elles se sont bloquées automatiquement. Quiconque a fait ça ne voulait pas seulement que vous ayez un accident. Il voulait s'assurer que vous seriez piégé à l'intérieur lorsque le feu commencerait. » Jean-Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sans Amélie, il aurait brûlé vif, incapable de s'échapper. « Des suspects ?» Gérard sortit une autre photo du dossier. Un homme d'âge mûr, avec des cheveux soigneusement peignés et un costume impeccable. Henri Lay. Votre ancien partenaire a beaucoup de motifs. Après que vous l'ayez chassé de l'entreprise l'année dernière pour cette affaire de détournement de fonds, il a publiquement juré que vous le regretteriez. Jean-Luc prit la photo, étudiant le visage de l'homme qu'il avait considéré comme un ami pendant près d'une décennie. Même après le vol, même après les menaces, il n'aurait jamais imaginé qu'Henry irait aussi loin. Avons-nous des preuves solides? Nous y arrivons. J'ai découvert qu'il a engagé un mécanicien avec un casier judiciaire. Nous traçons les paiements. Jean-Luc rendit la photo, son regard se perdant vers la fenêtre de l'hôpital, regardant la ville en contrebas. « Continue d'enquêter, » dit-il finalement, « mais garde tout ça secret pour l'instant. » Gérard fronça les sourcils, perplexe. « Vous ne voulez pas le livrer à la police ?»« Pas encore. J'ai une autre priorité pour le moment. » Jean-Luc se tourna vers Gérard, son regard soudainement intense. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, une fille nommée Amélie, une gamine des rues, probablement 6 à 8 ans, cheveux noirs, yeux bruns. Elle m'a sorti de la voiture avant qu'elle n'explose. » Gérard resta silencieux un moment, absorbant l'information. « Une gamine des rues vous a sauvé? Elle a cassé la vitre avec une pierre, m'a traîné dehors. » Jean-Luc toucha inconsciemment son torse bandé, comme si son nom y était inscrit. « Je dois la trouver, Gérard. La ville est immense, Jean-Luc. Des milliers de sans-abri, beaucoup d'entre eux des enfants. Ce pourrait être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu as trouvé des choses plus difficiles avant. » Gérard hocha lentement la tête. « J'aurais besoin d'une description plus détaillée. Tout ce qui pourrait t'aider. » Jean-Luc ferma les yeux, essayant de se souvenir de chaque détail de cette nuit pluvieuse. Elle était seule, portait de vieux vêtements beaucoup trop grands, semblait adaptée à la vie dans la rue. Elle n'avait pas peur, même avec le feu. Si déterminée. Il fit une pause, se souvenant de sa petite voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais quand elle m'a dit son nom, c'était comme si elle révélait un secret. Gérard prit des notes dans un petit carnet. « Je commence aujourd'hui, » dit-il en se levant. « Mais Jean-Luc, la ville n'est pas tendre avec les enfants des rues. Si nous la trouvons, que comptes-tu faire ?» Jean-Luc regarda ses propres mains, les égratignures et les coupures encore en cours de guérison. Des mains qui seraient de froides et sans vie, sans une fille que le monde avait oubliée. « L'aider, » répondit-il simplement. « De toutes les manières dont elle aura besoin. » Gérard hocha la tête et quitta la pièce, laissant Jean-Luc seul avec ses pensées. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, des milliers de vies suivant leur chemin sans jamais se croiser. Quelque part parmi les hauts immeubles et les ruelles sombres, une fille nommée Amélie restait invisible pour tous, mais pas pour Jean-Luc Barrette. Pour lui, elle était la personne la plus importante du monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit d'orage. Amélie continuait sa routine dans les rues, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas sauvé la vie d'un homme, comme si le nom d'Amélie n'avait pas échappé à ses lèvres pour entrer dans le monde des visibles. La vie dans l'ombre continuait. Ce matin-là, le ciel était clair, sans aucun signe de l'orage qui avait trempé la ville quelques jours auparavant. Amélie se réveilla tôt,
comme toujours. Dormir trop longtemps signifiait rater les meilleures occasions de trouver de la nourriture. Les moments où les boulangeries jetèrent le pain de la veille, ou lorsque les épiceries mettaient de côté les fruits légèrement meurtris. Son estomac gargouilla alors qu'elle marchait le long du trottoir, restant près des murs des immeubles. Des années dans la rue lui avaient appris l'art d'être invisible. Il ne s'agissait pas seulement de se cacher, mais de se déplacer de telle manière que les yeux des gens glissaient simplement sur elle, comme si elle n'était qu'un autre élément du paysage urbain. « Bonjour, jeune demoiselle. » Amélie se figea au son de la voix. C'était l'homme du kiosque à journaux du coin, un monsieur plus âgé aux cheveux blancs qui la saluait toujours. Il était l'une des rares personnes qui la voyaient réellement. « Tu veux une pomme? C'est le reste de mon goûter. » Elle hésita, puis s'approcha prudemment. Elle prit le fruit d'un mouvement rapide, sans parler. « De rien, » dit l'homme avec un doux sourire, déjà habitué au silence de la jeune fille. Amélie croqua dans la pomme en s'éloignant. Elle était sucrée et croquante, un luxe rare. Habituellement, les fruits qu'elle trouvait étaient trop mûrs ou meurtris. En mangeant, ses yeux se posèrent sur les journaux exposés au kiosque. Normalement, elle n'y prêtait aucune attention. Les nouvelles appartenaient au monde des visibles, pas au sien. Mais aujourd'hui, quelque chose attira son attention. Un titre en lettres grasses, un milliardaire échappe à la mort dans un mystérieux accident. En dessous, une photographie de la voiture détruite qu'elle connaissait trop bien, le même véhicule dont elle avait tiré cet homme cette nuit d'orage. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Milliardaire. L'homme qu'elle avait sauvé était riche, très riche. Elle n'aurait pas dû être surprise. La voiture était chère, les vêtements aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, quand elle l'avait vu piégé dans l'épave, criant à l'aide, il lui avait juste semblé humain, effrayé et vulnérable, comme n'importe qui d'autre. Amélie continua son chemin, pensive. Que ferait un milliardaire maintenant? Probablement retourner dans son hôtel particulier et oublier complètement l'accident. Oublier la petite silhouette qu'il avait sauvée sous la pluie. Les riches ne se souciaient pas de quelqu'un comme elle. Ça, Amélie l'avait appris en observant la ville pendant des années. La journée se passa comme tant d'autres. Elle fouilla les poubelles derrière les restaurants, trouva quelques pièces près d'une banque, joua avec ses capsules colorées quand personne ne regardait. Son petit royaume grandissait à chaque fois qu'elle trouvait un nouveau trésor. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Amélie décida de passer par le jardin du Luxembourg. Elle évitait normalement les endroits bondés, mais parfois les gens y laissaient des restes de nourriture. Des morceaux de sandwich, des frites, des glaces à moitié fondues. Le parc était plus animé que d'habitude. Plusieurs personnes se tenaient immobiles, regardant le grand écran qui diffusait occasionnellement des nouvelles et des publicités. Amélie resta sur le côté de la foule, partiellement cachée derrière une poubelle. C'est alors qu'elle le vit. Sur l'écran géant, le visage de l'homme qu'elle avait sauvé remplissait tout l'espace. Il n'était plus couvert de sang et de crasse. Il était propre, avec des cheveux bruns soigneusement coiffés, portant un costume sombre qui semblait plus cher que tout ce qu'Amélie avait jamais vu. Un petit pansement sur son front était le seul signe visible de l'accident. Un nom apparut en lettres blanches en bas de l'écran. Jean-Luc Barrett, PDG de Barrett Industries. Amélie resta figée. C'était étrange de revoir ce visage, maintenant si composé et en contrôle, si différent de l'homme terrifié qui avait supplié de ne pas mourir. Il commença à parler. Sa voix était calme et posée, rien à voir avec les cris désespérés de la nuit de l'orage. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont manifesté leur inquiétude après mon accident. Les médecins m'assurent que je me rétablirai complètement. Amélie regardait, fascinée par la transformation. C'était comme deux personnes différentes. Mais il y a quelque chose de plus important que je dois dire. L'homme, Jean-Luc Barrett, fit une pause. Son regard sembla changer, devenant plus intense, plus personnel, comme s'il ne parlait plus à une salle pleine de journalistes, mais à une seule personne. La nuit de l'accident, alors que j'étais piégé dans la voiture en feu, quelqu'un est apparu de nulle part et m'a sauvé la vie. Un enfant, une petite fille. Amélie sentit son cœur s'emballer. Il parlait d'elle. Je ne sais pas d'où elle venait, ni où elle est allée. Tout ce que je sais,
c'est son nom. La jeune fille se recroquevilla davantage derrière la poubelle, comme si les gens dans le parc pouvaient, d'une manière ou d'une autre, la relier aux mots sur l'écran. « Amélie », dit Jean-Luc Barrette, et quelque chose dans sa voix la fit trembler. « Où que tu sois, merci de m'avoir sauvé. » Il n'y eut aucun son de la foule dans le parc. Tout le monde regardait en silence, probablement intrigué par l'histoire d'un homme d'affaires puissant sauvé par un enfant d'anonyme. Si quelqu'un sait qui est cette petite fille, veuillez contacter mon bureau. Je veux la remercier personnellement. Je veux l'aider de toutes les manières dont elle aura besoin. Amélie sentit la chaleur monter à ses joues. L'aider. C'est ce que les gens disaient toujours avant de disparaître. Ou pire, avant de l'envoyer dans un endroit où des gens en blouse blanche posèrent des questions sans fin. Des promesses en l'air, murmura-t-elle, les yeux toujours fixés sur l'écran. « Je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas trouvé, » continua Barrette. « Je lui dois la vie. » Amélie faillit rire. Un homme comme ça, inquiet pour une gamine des rues? Impossible. Il oublierait bientôt, trop occupé à compter son argent et à conduire des voitures de luxe. Elle commença à s'éloigner, prête à retourner dans les ombres qui l'abritaient, quand quelque chose la fit s'arrêter. Ce n'était pas ses mots, mais quelque chose dans ses yeux sur l'écran géant. La caméra avait zoomé sur le visage de Jean-Luc Barrette, et il y avait là quelque chose qu'Amélie reconnut, quelque chose qui la surprit. Ce n'était pas de la pitié ou de la charité superficielle, ni même de la gratitude. C'était la vérité. Ses yeux, bleus et clairs sur l'écran numérique, avaient la même intensité qu'Amélie avait vue cette nuit-là, quand il lui avait demandé son nom avant de s'évanouir. Comme si même au milieu de la douleur et du danger, il voulait vraiment savoir qui elle était. Amélie resta là, partagée entre l'instinct de fuir et une curiosité réticente qui commençait à grandir en elle. À l'écran, Barrette continuait de parler, maintenant de dons à des œuvres de charité qui aidaient les enfants sans abri. Mais Amélie n'écoutait plus ces mots. Elle étudiait l'homme lui-même. Elle avait vu beaucoup d'adultes dans sa courte vie, la cruauté, l'indifférence, la gentillesse superficielle occasionnelle. Elle reconnaissait les masques et les mensonges, comme d'autres reconnaissaient les visages familiers. Mais les yeux de cet homme, Jean-Luc Barrette, étaient différents, comme si, un instant, il savait lui aussi ce que c'était que d'être invisible. « Mensonge », marmonna-t-elle en tournant le dos à l'écran et en s'éloignant du parc. Mais alors qu'elle retournait dans les ombres de la ville, Amélie ne pouvait oublier ses yeux. Ce regard, peut-être qu'il disait la vérité, peut-être pas. Amélie avait survécu en apprenant à douter, et elle continuerait à douter. C'était plus sûr ainsi, mais pour la première fois depuis longtemps, un sentiment petit et dangereux fleurit en elle. L'espoir. Jean-Luc Barrette regardait par la fenêtre de l'hôpital, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. Il était dans une chambre privée au 10e étage, avec une vue sur les gratte-ciel qu'il connaissait si bien. Quelque part parmi ces bâtiments et ces rues se trouvait une fille nommée Amélie, la fille qui lui avait sauvé la vie, puis s'était évanouie comme de la fumée. « Alors, où est Gérard ?» murmura-t-il, vérifiant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Comme par hasard, la porte s'ouvrit et Isabelle, son assistante personnelle, se précipita à l'intérieur. « Monsieur Barrette, je suis désolé, mais je n'ai pas pu localiser Monsieur Recker. Il ne répond pas à son portable, ni à ses messages. » Jean-Luc fronça les sourcils. Ce n'était pas le genre de Gérard d'être injoignable. « Continuez d'essayer, » dit-il en se retournant vers la fenêtre. « Et quand est-ce que les médecins apportent mes papiers de sortie ? » ?»« Bientôt, monsieur. Ils pensent toujours que vous devriez rester quelques jours de plus. » Jean-Luc secoua la tête. Il n'avait pas le temps pour ça. Pas quand il devait trouver Amélie. La porte s'ouvrit à nouveau et cette fois, c'est Gérard Recker lui-même qui entra dans la pièce. Grand et les tempes grisonnantes, son visage marqué par des années d'expérience. L'ex-policier et maintenant chef de la sécurité de Jean-Luc portait une expression sérieuse. « Où étais-tu » demanda Jean-Luc sans ambages. « Je travaillais » répondit simplement Gérard. Il jeta un coup d'œil à Isabelle. « Pourriez-vous nous laisser un moment ?» L'assistante partit, fermant doucement la porte derrière elle. Gérard s'approcha du lit d'hôpital. « Comment vous sentez-vous » ? « Fatigué d'être allongé. Je dois sortir d'ici, Gérard. Je dois la trouver.
La fille ? Amélie, confirma Jean-Luc. Elle m'a sauvé la vie, a risqué la sienne pour un parfait inconnu, et maintenant, elle est là dehors, seule. Gérard étudia attentivement son patron. Il connaissait Jean-Luc Barrette depuis 15 ans, depuis qu'il l'avait sauvé d'un enlèvement en Colombie. Pendant ce temps, il avait vu le jeune homme d'affaires devenir l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Mais il ne l'avait jamais vu aussi affecté par quelque chose ou quelqu'un. « Que voulez-vous que je fasse exactement ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Jean-Luc prit quelque chose sur la table de chevet. « Une capsule de soda rouge. Trouve-la. Utilise toutes les ressources dont tu as besoin. Elle est petite, cheveux noirs, probablement autour de 6 ou 7 ans. Elle était seule la nuit de l'accident. Cette capsule est tombée de sa poche quand elle m'a traîné hors de la voiture. » Gérard prit la petite pièce de métal, l'examinant attentivement. « Une gamine des rues, dit-il, plus pour lui-même que pour Jean-Luc. Je dois la trouver, Gérard. Je lui dois la vie. » L'enquêteur glissa la capsule dans sa poche. « Je commencerai immédiatement. J'aurai besoin de détails, de tout ce dont vous vous souvenez d'elle, de l'endroit exact de l'accident. » Jean-Luc hocha la tête et pendant quelques minutes, il décrivit le peu dont il pouvait se souvenir de cette nuit d'orage. La petite silhouette apparaissant dans l'obscurité, la pierre brisant la vitre, les mains minuscules le tirant loin des flammes. « Trouve-la !» répéta-t-il alors que Gérard se dirigeait vers la porte. « Peu importe le temps que ça prendra. » 3 jours s'étaient écoulés depuis que Gérard avait commencé sa recherche. La ville était vaste, avec des milliers de personnes vivant dans les rues, dont beaucoup d'enfants. Trouver une fille spécifique, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais Gérard Recker aimait les défis. Il commença exactement là où Jean-Luc lui avait dit. Le lieu de l'accident. Les marques étaient encore visibles. Des morceaux de verre sur le trottoir, des traces de pneus sur l'asphalte, le lampadaire tordu. À proximité, une vieille station de métro, Croix-Rouge, fermée pour rénovation. Gérard connaissait bien les rues, et plus important encore, il connaissait les gens qui voyaient vraiment ce qui s'y passait. Il commença à jeter son filet, une série de conversations apparemment anodines avec ceux que la plupart des gens ignoraient. « Je cherche une petite fille, cheveux noirs. Elle vit dans le coin, » expliqua-t-il au propriétaire d'un kiosque à journaux voisins. L'homme se gratta la barbe en réfléchissant. « Il y a une fille qui passe parfois. Elle ne parle jamais, mais elle regarde toujours les journaux de loin, comme si elle voulait lire les titres. Est-ce qu'elle collectionne quelque chose? Des capsules de bouteilles, peut-être » demanda discrètement Gérard, montrant la capsule rouge. « Maintenant que vous le dites, oui, elle ramasse toutes les capsules que les clients laissent tomber. Toujours très silencieuse, cette gamine. » C'était un début. Gérard continua d'enquêter, parlant aux commerçants locaux, aux concierges, aux gardiens, des gens invisibles qui voyaient bien plus qu'on ne pourrait le penser. Peu à peu, un schéma se dégagea. Plusieurs commerçants du quartier mentionnèrent la même enfant, une fille silencieuse, qui se montrait régulièrement, toujours seule, collectionnant souvent de petits objets que d'autres considéraient comme des déchets. « Elle vient ici tous les mardis et jeudis, » dit un employé d'un restaurant local. « Elle ne demande jamais rien, vous savez, mais parfois, je laisse un sandwich accidentellement, dehors quand je la vois. » Au 3e jour, Gérard avait cartographié plusieurs endroits que la jeune fille fréquentait. Tous étaient à distance de marche de la station de métro abandonnée. Son instinct lui disait que c'était probablement la maison d'Amélie, un endroit fermé, relativement sûr, à l'abri de la pluie. Il s'assit sur un banc de l'autre côté de la rue, faisant semblant de lire un journal, tout en surveillant l'entrée est de la station. Les barrières de contreplaqué bloquant l'accès public avaient des interstices assez grands pour un enfant, mais pas pour un adulte. À la 3e heure de sa surveillance, sa patience paya. Une petite silhouette émergea d'un interstice dans les barrières, jetant un coup d'œil prudent dans les 2 sens avant de traverser la rue en courant. Ce devait être elle. Des cheveux noirs en désordre, des vêtements beaucoup trop grands pour sa silhouette maigre, se déplaçant avec des pas rapides et silencieux qui la rendaient presque invisible pour les passants. Gérard résista à l'envie de l'aborder immédiatement. Au lieu de cela, il décida d'observer sa routine pendant quelques jours de plus.
Il découvrit qu'elle partait chaque matin, fouillait des poubelles spécifiques, visitait certains endroits où des commerçants bienveillants semblèrent la connaître et revenait toujours à la station avant la nuit. Le plus fascinant était la façon dont elle se déplaçait dans la ville, pas exactement en se cachant, mais en existant dans une couche de réalité que la plupart des gens ne remarquaient tout simplement pas. C'était une compétence développée par nécessité, et Gérard ressentit un mélange d'admiration et de tristesse en la regardant. L'après-midi du 4e jour, il décida qu'il était temps d'agir. Il la regarda entrer dans la station vers 17h et attendit 30 minutes plus tard. Il s'approcha de la même entrée. Pour lui, le petit interstice entre les barrières était trop étroit. Il fit le tour du bâtiment et trouva une entrée arrière, utilisée par les ouvriers, sécurisée uniquement par une chaîne et un cadenas. Pour quelqu'un avec sa formation, cela ne posait aucun défi. En moins d'1 minute, Gérard était à l'intérieur de la station abandonnée. L'endroit était sombre et silencieux, avec des rayons de lumière traversant quelques fenêtres brisées en hauteur. L'air sentait le béton humide et le métal rouillé. Il se déplaça silencieusement, les oreilles à l'affût de tout son. Puis il l'entendit, un léger cliquetis, comme si quelque chose de léger était posé sur une surface dure. Puis un autre cliquetis, et un autre. Il suivit le son jusqu'à l'ancien quai d'embarquement. Il s'arrêta dans l'ombre, observant la scène devant lui. Dans une zone relativement propre, éclairée par un étroit faisceau de soleil provenant d'une fenêtre brisée, était assise Amélie. Elle était complètement absorbée par quelque chose que Gérard ne pouvait pas voir clairement d'où il se tenait. Il se déplaça silencieusement sur le côté pour une meilleure vue, faisant attention de ne pas la surprendre. C'est alors qu'il vit ce qu'elle faisait. Des capsules de bouteilles, des dizaines d'entre elles, arrangées en motifs complexes sur le sol. Bleues, rouges, jaunes, vertes, formant des cercles, des lignes et des arrangements qui semblaient n'avoir de sens que pour elle. La jeune fille déplaçait les pièces avec soin, murmurant parfois des mots pour elle-même, comme si elle narrait une histoire. Gérard resta là, fasciné. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la concentration de cette petite enfant, organisant son monde de capsules colorées. C'était comme si, pendant quelques instants, elle n'était pas une fille sans abri, mais une reine régnant sur son propre domaine. C'est alors que son pied heurta accidentellement un morceau de béton lâche, le faisant rouler bruyamment sur le sol. La réaction de la jeune fille fut instantanée. En 1 seconde, elle fut sur ses pieds, les yeux fixés dans la direction du son, le corps tendu comme un animal effarouché prêt à fuir. « Tout va bien, dit Gérard en sortant de l'ombre, les mains visibles. Je ne vais pas te faire de mal. » À sa surprise, Amélie ne courut pas. Elle resta là, le regardant attentivement, ses grands yeux sombres scrutant chaque détail de son apparence. Il n'y avait pas de peur évidente dans son regard, juste une prudence calculée qui semblait bien trop mature pour quelqu'un de si jeune. « Je m'appelle Gérard, » dit-il en gardant une distance respectueuse. « Je cherche quelqu'un, une fille nommée Amélie. » Elle ne montra aucune réaction à la mention de son nom, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Je viens de la part d'un de vos amis, » continua Gérard en s'accroupissant légèrement pour être plus près de sa taille. « Un homme que vous avez aidé par une nuit de pluie quand il y avait du feu. » Quelque chose vacilla sur le visage de la jeune fille, une reconnaissance rapidement réprimée. « Il veut vous remercier, » dit lentement Gérard en sortant la capsule de bouteille rouge de sa poche. « Vous avez laissé tomber ça cette nuit-là. » Amélie regarda la capsule, puis Gérard. Son petit visage resta sans expression. Mais il y avait une bataille derrière ses yeux. Faire confiance ou fuir? Croire ou douter? « Je ne connais aucun homme, » dit-elle finalement, sa voix petite et un peu rauque, à force de ne pas être utilisée. Gérard hocha la tête, respectant sa prudence. « Son nom est Jean-Luc Barrette. Vous l'avez sorti d'une voiture en feu. Vous lui avez sauvé la vie. » Amélie ne répondit pas. Son regard tomba sur les capsules sur le sol. Gérard remarqua qu'il y avait un espace vide dans l'arrangement, exactement de la taille de la capsule rouge dans sa main. « Vous avez un monde intéressant ici, » commenta-t-il, regardant le motif complexe à ses pieds. « Que représente-t-il » Un instant, il pensa qu'elle ne répondrait pas, mais ensuite, étonnamment,
Elle pointa un groupe de capsules bleues. C'est le royaume du Nord. Ils ont le plus grand lac, puis quelques capsules vertes. C'est le royaume de la forêt. Ils fabriquent les meilleures armes. Finalement, elle fit un geste vers l'espace vide où la capsule rouge appartenait. C'est le château central où tout le monde se réunit pour faire des traités de paix. Gérard sentit un serrement dans sa poitrine. Cet enfant, survivant seul dans les rues, avait créé un monde entier où existaient des lacs, des forêts et des traités de paix. Des choses que sa vie réelle n'offrait probablement pas. « C'est un royaume impressionnant, » dit-il sincèrement. « Puis-je remettre ceci à sa place ?» Il offrit la capsule rouge. Amélie hésita, puis tendit la main, ses petits doigts se refermant rapidement sur la capsule, comme si elle avait peur qu'il puisse changer d'avis. Soigneusement, elle la plaça dans l'espace vide de son royaume imaginaire. « Est-ce que Jean-Luc Barrette va bien ?» demanda-t-elle soudainement, sans regarder Gérard. « Oui, répondit-il. « Grâce à vous. Il est riche. Je l'ai vu à la télé. Oui, il l'est. Les gens riches ne se soucient pas des gens comme moi. » La simplicité de sa déclaration et la certitude qu'elle contenait firent se serrer la poitrine de Gérard. Combien de déceptions cet enfant avait-elle dû affronter pour être si sûr de cela? « Jean-Luc est différent, » dit-il prudemment. « Il m'a demandé de vous trouver parce qu'il veut vous remercier en personne. » Pourquoi? J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais personne d'autre ne l'a fait, seulement vous. Un silence tomba entre eux. Amélie semblait peser ses mots contre tout ce qu'elle avait vécu et appris dans les rues. « Vous travaillez pour lui » demanda-t-elle finalement. « Oui, et je suis aussi son amie. » Amélie regarda de nouveau ses capsules, en poussant doucement une du doigt. « C'était vous » demanda Gérard, ayant besoin d'une confirmation directe. « Étiez-vous celle qui a tiré Jean-Luc de la voiture en feu ?» Pendant un long moment, Amélie ne répondit pas. Elle continua d'organiser ses capsules, comme si elle ne l'avait pas entendu. Gérard attendit patiemment. Finalement, sans lever les yeux de son petit royaume, elle parla. « Oui, c'était moi. J'ai juste aidé. » La simplicité de sa réponse contenait une humilité que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. Pour Amélie, sauver une vie n'était qu'une aide. Rien d'extraordinaire, rien qui ne mérite une reconnaissance spéciale. Gérard sortit lentement son téléphone en s'assurant de ne pas l'effrayer. « Puis-je l'appeler maintenant pour lui dire que je vous ai trouvé ?» Amélie haussa les épaules, un geste étrangement adulte dans son petit corps. « Si vous voulez. » Gérard s'éloigna de quelques pas et composa le numéro. Jean-Luc décrocha à la première sonnerie. « Gérard. »« Je l'ai trouvé, » dit simplement Gérard. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de Jean-Luc, plus émue que Gérard ne l'avait jamais entendue. « Est-ce qu'elle va bien? Où est-elle? À la station abandonnée. Elle est en sécurité. » Et Gérard jeta un coup d'œil à la petite silhouette sur le sol, toujours immergée dans son royaume coloré. « Elle est extraordinaire, Jean-Luc. »« J'arrive, » dit Jean-Luc, mettant fin à l'appel. Jean-Luc Barrette sortit de la voiture à 3 rues de la station abandonnée. Il préféra marcher le reste du chemin, utilisant ces minutes pour rassembler ses pensées. Le médecin avait protesté contre sa sortie anticipée, insistant sur le fait qu'il avait besoin de plus d'observation, mais Jean-Luc ne pouvait pas attendre. Pas maintenant que Gérard avait trouvé Amélie. Le ciel était clair cet après-midi-là, sans aucune trace de l'orage qui avait amené Amélie dans sa vie. En marchant, Jean-Luc toucha instinctivement le pansement sur son front et sentit une légère douleur dans ses côtes cassées. De petites douleurs comparées à ce qui aurait pu arriver. Gérard attendait au coin de la rue, près de la station, son visage habituellement impassible, montrant une subtile inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda Jean-Luc dès qu'il s'approcha. Calme, méfiante, Gérard fit une pause. « Jean-Luc, vous devez comprendre quelque chose. Elle a survécu seule dans les rues. Elle ne fait pas confiance facilement, et pour de bonnes raisons. »« Je comprends. »« Non, vous ne comprenez pas. » La voix de Gérard était ferme. Il ne s'agit pas seulement de lui donner un endroit où rester ou de la nourriture à manger. Elle s'est construit un monde entier là-dedans, un refuge. Nous sommes sur le point de perturber cela. Jean-Luc regarda l'entrée de la station, pensif. « Que suggères-tu »« Allez-y doucement. » «
Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir et soyez absolument honnête. Elle saura si vous ne l'êtes pas. » Jean-Luc hocha la tête. Il était habitué aux négociations difficiles, aux salles de conseil où des milliards étaient en jeu. Mais soudain, il se sentit complètement dépourvu pour rencontrer une fillette de 6 ans. Gérard le conduisit à l'entrée arrière. « Je vais attendre ici, » dit-il en déverrouillant la chaîne. « Elle vous fait plus confiance qu'à moi. Après tout, c'est vous qu'elle a sauvé. » Jean-Luc entra seul dans la station. Le contraste entre le soleil éclatant à l'extérieur et la pénombre à l'intérieur le fit cligner des yeux plusieurs fois. L'endroit sentait le béton humide et le métal rouillé. Ses pas résonnaient doucement alors qu'il marchait dans le couloir principal. « Amélie » appela-t-il en gardant la voix basse pour ne pas la surprendre. Il suivit les indications de Gérard vers l'ancien quai. En s'approchant, il remarqua un faible faisceau de lumière entrant par une fenêtre brisée en hauteur. C'est alors qu'il la vit. Assise sur le béton froid, entourée de capsules de bouteilles colorées arrangées en motifs complexes, se trouvait Amélie. Elle semblait encore plus petite que ce que Jean-Luc se souvenait de la nuit de l'accident. Ses cheveux noirs étaient en désordre et ses vêtements, un manteau trop grand et un pantalon délavé, avalaient sa silhouette mince. Jean-Luc s'arrêta à quelques mètres, ne voulant pas envahir son espace. « Bonjour, Amélie, » dit-il doucement. Elle leva la tête et leurs regards se croisèrent. Même dans la pénombre, Jean-Luc reconnut immédiatement ses yeux, grands, sombres, avec une intensité non typique d'un enfant si jeune. Les mêmes yeux qui avaient rencontré les siens cette nuit d'orage alors qu'elle le tirait des flammes. « Vous êtes l'homme de la télé, » dit Amélie, sa voix petite et légèrement rauque. « Oui, je m'appelle Jean-Luc. » Il fit un pas prudent en avant. « Votre ami Gérard a dit que je pouvais entrer. »« Ce n'est pas mon ami, » corrigea-t-elle rapidement. « Nous avons juste parlé. » Jean-Luc hocha la tête, acceptant la distinction. « Puis-je m'asseoir » Amélie haussa les épaules, un geste qu'il interpréta comme une permission. Il s'abaissa sur le sol, gardant une distance respectueuse. Ses côtes se plaignirent, mais il ignora la douleur. Un instant, ils furent silencieux. Jean-Luc observa l'arrangement complexe de capsules devant lui, impressionné par sa précision. « Tu as fait tout ça » demanda-t-il. Amélie hocha la tête, regardant sa création avec un mélange de fierté et de protection. « Ce sont les 5 royaumes » expliqua-t-elle simplement. « C'est incroyable » dit Jean-Luc, le pensant sincèrement. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont cet enfant avait créé un monde entier à partir de ce que d'autres considéreraient comme des déchets. Un autre silence s'installa entre eux. Jean-Luc savait qu'il devait procéder avec prudence. Ce n'était pas une affaire d'entreprise où il pouvait contrôler la situation avec des mots bien choisis ou des offres calculées. « Amélie, » commença-t-il finalement, « je veux te remercier. Tu m'as sauvé la vie cette nuit-là. » La jeune fille continua de regarder ses capsules. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Seulement toi. Jean-Luc fit une pause. « Puis-je te poser une question ? Où sont tes parents ?» Le visage d'Amélie devint encore plus fermé, une ombre passant dans ses yeux. « Je n'ai pas de père, » répondit-elle sèchement. « Et ta mère ?» Amélie prit une capsule bleue, la tournant dans ses doigts avant de répondre. « Ma mère m'a laissé. A dit qu'elle reviendrait tout de suite. Elle n'est jamais revenue. » La simplicité de sa déclaration, sans pitié ni drame, frappa Jean-Luc comme un coup de poing. Combien de nuits cette enfant avait-elle attendu quelqu'un qui ne revenait jamais? Combien de temps jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était complètement seule? « Il y a combien de temps ?» demanda-t-il doucement. Amélie haussa de nouveau les épaules. « Beaucoup de lunes. » Jean-Luc comprit. Elle ne pouvait probablement pas mesurer le temps avec précision. Cela pouvait être des mois ou des années. « Et où vis-tu ? À part ici ? Différents endroits. Ça dépend de la pluie, du froid. » Elle leva les yeux vers lui, une touche de défi. « Je peux prendre soin de moi ? » « J'en suis sûr, » répondit sincèrement Jean-Luc. « Tu es très intelligente et courageuse, plus courageuse que beaucoup d'adultes que je connais. » Quelque chose dans le compliment sembla surprendre Amélie. Peut-être n'était-elle pas habituée à être reconnue pour ses capacités, seulement jugée pour ses circonstances.
Jean-Luc jeta un coup d'œil autour de l'espace froid et humide qu'elle appelait sa maison. Quelques boîtes étaient empilées dans un coin, formant une sorte d'abri. Un morceau de carton recouvert de vieux tissus servait de lit. À proximité, un sac à dos déchiré contenait ce qu'il devinait être toutes ses possessions. Quelque chose en lui se brisa. Cet enfant avait risqué sa propre sécurité pour le sauver. Et la voilà, seule, dormant sur le sol froid d'une station abandonnée. « Amélie, dit-il prudemment, tu m'as sauvé la vie, et tu ne mérites pas de vivre comme ça. » La jeune fille le regarda avec méfiance. Elle avait probablement déjà entendu des promesses vides. Jean-Luc prit une profonde inspiration et prit une décision qui allait changer le cours de leurs deux vies. « J'ai une grande maison avec une chambre vide. Il y a de la nourriture chaude, de l'eau propre et un endroit sûr pour dormir. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Voudrais-tu venir avec moi ?» Amélie fronça les sourcils, confuse et méfiante. « Pour toujours ?» La question prit Jean-Luc au dépourvu. Il n'avait pas pensé si loin. Il agissait à l'instinct, ce qui était rare pour un homme qui calculait habituellement chaque mouvement commercial. « Aussi longtemps que tu le voudras, » répondit-il honnêtement. « Si ça ne te plaît pas, tu peux partir, je te le promets. » Amélie regarda son petit royaume de capsules, puis le sac à dos déchiré dans le coin. « Je peux apporter mes affaires ? » ?»« Bien sûr. »« Tout ce que tu veux. » Elle réfléchit un autre instant, son jeune visage sérieux comme un juge pesant une affaire complexe. « Si ça ne me plaît pas, tu me ramèneras ici. »« Ma parole, » promit Jean-Luc, surpris par l'intensité de son propre engagement. Amélie se leva et commença à rassembler ses capsules, les plaçant soigneusement dans une petite boîte en fer blanc qu'elle sortit du sac à dos. Puis elle emballa ses quelques affaires. Quand elle eut fini, elle se tint devant Jean-Luc, le sac à dos cabossé sur les épaules, l'air à la fois très jeune et très vieux. Jean-Luc se leva lentement, sentant une douleur dans ses côtes blessées, et lui tendit la main. « Prête ?» Amélie étudia sa main tendue pendant un long moment. Puis, avec hésitation, elle plaça sa petite main dans la sienne. Le contact faillit faire vaciller Jean-Luc. Sa main était si petite, les doigts si délicats, et pourtant sa prise était ferme et déterminée. Une main qui, malgré son âge, avait appris à prendre soin d'elle-même. Ensemble, ils sortirent de la station abandonnée, laissant derrière eux l'abri de fortune qu'Amélie avait appelé sa maison. Gérard attendait à l'extérieur, son visage habituellement stoïque, s'adoucissant légèrement à la vue de la jeune fille, tenant la main de Jean-Luc. « Tout va bien ?» demanda Gérard, s'adressant principalement à Amélie. Elle hocha la tête, son expression sérieuse. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, une légère pluie commença à tomber. Jean-Luc remarqua qu'Amélie jetait un regard inquiet vers le ciel. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Nous serons à la maison avant que la pluie ne s'intensifie. »« Maison ?» Le mot sonnait étrange, même pour lui. Son penthouse n'avait jamais vraiment ressemblé à une maison, plutôt à un endroit où dormir entre les voyages d'affaires et les réunions sans fin. Maintenant, soudainement, il y amenait un enfant. Dans la voiture, Amélie était assise tranquillement, les yeux écarquillés alors qu'elle regardait autour d'elle, ses petites mains agrippant son sac à dos sur ses genoux, comme si quelqu'un pouvait essayer de lui prendre ses quelques possessions. Gérard conduisait en silence, jetant occasionnellement un coup d'œil dans le rétroviseur aux deux à l'arrière. Jean-Luc pouvait dire que son ami était toujours inquiet, se demandant probablement si Jean-Luc comprenait vraiment ce qu'il faisait. Honnêtement, il ne le savait pas, mais il savait que c'était la bonne chose à faire. Quand ils arrivèrent à l'immeuble luxueux où vivait Jean-Luc, Amélie leva les yeux avec admiration devant sa hauteur. Le concierge ouvrit la portière de la voiture, saluant Jean-Luc avec un sourire poli, dissimulant à peine sa surprise à la vue d'une petite fille déguenillée à ses côtés. Dans l'ascenseur, Amélie resta près de Jean-Luc, ses yeux maintenant plus prudents. La richesse autour d'elle semblait l'intimider plus que la vie dans la rue ne l'avait jamais fait. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-elle lorsque l'ascenseur s'arrêta au penthouse. « Oui, et maintenant toi aussi, si tu le souhaites. » Quand ils entrèrent dans l'appartement, Isabelle, l'assistante personnelle de Jean-Luc, attendait. Jean-Luc l'avait appelée en chemin, donnant une brève explication de la situation.
La femme d'âge mûr, habituellement concentrée sur les feuilles de calcul et les réunions, regarda maintenant Amélie avec chaleur. « Bienvenue, dit-elle, en faisant attention de ne pas trop s'approcher. « Vous devez avoir faim tous les deux. » Amélie ne répondit pas, se cachant partiellement derrière Jean-Luc. « Pourquoi ne pas lui faire visiter d'abord ?» suggéra Jean-Luc, sentant la tension de la jeune fille. Il la conduisit à travers l'appartement spacieux, lui montrant le salon avec ses immenses fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville, la cuisine moderne qu'il utilisait à peine et son bureau rempli de livres. Finalement, ils atteignirent la chambre d'Amy. « Ceci peut être ta chambre, » dit Jean-Luc en ouvrant la porte. L'espace était simple mais élégant, décoré dans des tons neutres avec un grand lit au centre. Pour Jean-Luc, c'était juste une chambre d'Amy à peine utilisée. Pour Amélie, cela ressemblait à un palais. Elle entra timidement, regardant autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un lui crie qu'elle n'avait rien à faire là. Elle posa son sac à dos en lambeaux sur le sol, près du lit, un contraste saisissant avec le décor de la pièce. « Est-ce que je peux m'asseoir sur le lit ?» demanda-t-elle, sa voix petite. La question serra le cœur de Jean-Luc. « Bien sûr, c'est ton lit maintenant. » Amélie s'approcha prudemment, touchant la couette douce du bout des doigts, comme pour vérifier si elle était réelle. Puis, lentement, elle s'assit sur le bord, ses pieds se balançant sans atteindre le sol. « C'est doux, » remarqua-t-elle, presque pour elle-même. Isabelle apparut à la porte, portant des vêtements soigneusement pliés et des serviettes moelleuses. « J'ai pensé que tu aimerais un bain chaud, » dit-elle, en posant les articles sur une chaise voisine. « Et ces vêtements devraient aller en attendant que nous puissions en acheter d'autres. » Amélie regarda les vêtements propres avec un mélange de désir et de méfiance. « Nous allons te laisser t'installer, » dit Jean-Luc. « La salle de bain est là. » Il montra une porte à l'intérieur de la pièce. « Il y a de l'eau chaude. Utilise-en autant que tu veux. » Lui et Isabelle partirent tranquillement, fermant la porte derrière eux. Dans le couloir, Isabelle le regarda avec une expression à la fois surprise et approbatrice. « Elle vous a vraiment sauvé la vie. »« Oui, » répondit simplement Jean-Luc. « Et elle n'a personne. Personne. » Isabelle hocha la tête, comprenant la situation sans avoir besoin de plus de détails. « Je vais lui préparer quelque chose à manger. » Après son départ, Jean-Luc s'arrêta devant la chambre d'Amélie avant de se rendre dans la sienne. Il écouta le bruit de l'eau qui coulait. Quelque chose en lui, une partie qu'il ne savait pas exister, avait l'impression de dégeler. 22 minutes plus tard, Amélie émergea. Elle était méconnaissable. Ses cheveux noirs, maintenant propres, tombaient en vagues humides sur ses épaules. Elle portait un simple t-shirt et un pantalon qui, bien qu'encore un peu grand, était propre et intact. Son visage, débarrassé de la saleté, révélait des joues roses et de légères taches de rousseur sur son nez. Dans la cuisine, Isabelle avait préparé un repas simple, soupe chaude, pain frais et quelques fruits. Jean-Luc regarda Amélie s'asseoir à table, timidement, les yeux écarquillés à la vue de la nourriture. « Vas-y, mange, » dit-il doucement. « Il y en a plus si tu en veux. » Amélie mangea lentement et soigneusement, comme si chaque cuillerée était trop précieuse pour être gaspillée. Jean-Luc remarqua qu'elle ne finit que la moitié de la soupe avant de s'arrêter. « Tu n'as plus faim ?» demanda-t-il. Amélie jeta un coup d'œil à l'assiette, puis à Jean-Luc, clairement en conflit. « On peut le garder pour plus tard, » dit Isabelle, comprenant immédiatement. « Je vais le mettre au réfrigérateur pour toi. » Le soulagement était visible sur le visage d'Amélie. Jean-Luc réalisa qu'elle rationnait sa nourriture, une habitude de ne jamais savoir quand viendrait son prochain repas. Plus tard dans la soirée, alors que l'obscurité tombait sur la ville, Jean-Luc trouva Amélie assise sur le bord de son lit, regardant par la fenêtre les lumières de la ville en contrebas. Elle ne s'était toujours pas mise sous les couvertures, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'utiliser le lit. « Il est temps de dormir, » dit-il doucement. « La journée a été longue. » Amélie hocha la tête, mais ne bougea pas. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Jean-Luc. « C'est juste si grand et si doux. » Jean-Luc comprit.
Un lit king size devait lui sembler aussi étranger que dormir sur du béton lui semblerait à lui. « Veux-tu que je laisse la lumière du couloir allumée, pour qu'il ne fasse pas trop sombre ?» Amélie hocha la tête, semblant soulagée par la suggestion. « Je serai dans la chambre au bout du couloir si tu as besoin de quoi que ce soit. Appelle-moi simplement. » Elle le regarda pendant un long moment, comme pour évaluer la sincérité de l'offre. « Merci, » dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Bonne nuit, Amélie, » répondit Jean-Luc, résistant à l'envie de se rapprocher. Il savait instinctivement que les câlins et les baisers du soir étaient encore loin dans le futur. Il laissa la porte légèrement entr'ouverte et alluma la lumière du couloir, comme promis. En se dirigeant vers sa propre chambre, il s'arrêta brièvement pour parler à Isabelle, qui se préparait à partir. « Pensez-vous que j'ai fait ce qu'il fallait ?» demanda-t-il, gardant la voix basse pour qu'Amélie n'entende pas. Isabelle, qui le connaissait depuis des années, offrit un doux sourire. « Je pense que vous en aviez tous les deux besoin, monsieur Barrette. » Après son départ, Jean-Luc s'arrêta près de la chambre d'Amélie avant de se coucher. Il jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte et vit qu'elle s'était enfin glissée sous les couvertures. Elle était allongée au milieu de l'immense lit, paraissant incroyablement petite entre les draps blancs. Ce qui le surprit, c'est ce qu'il vit à côté d'elle. Sur l'oreiller, soigneusement arrangé, se trouvaient ses capsules colorées, organisées selon le même motif complexe qu'il avait vu dans la station. Son petit royaume reconstruit en nouveau territoire. Jean-Luc sourit pour lui-même. Amélie ne lui faisait pas encore entièrement confiance. Peut-être ne le ferait-elle jamais. Mais elle essayait. Elle observait. Elle donnait une chance à cette nouvelle vie. Pour l'instant, c'était suffisant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Amélie dans le penthouse de Jean-Luc. 3 semaines d'ajustement, de découverte et de petites victoires quotidiennes. Son monde, autrefois limité aux ruelles et aux poubelles, comprenait désormais sa propre chambre, des repas réguliers et la présence constante de Jean-Luc et d'Isabelle. Au début, Amélie dormait par terre, à côté du lit, enroulée dans une couverture. Jean-Luc la trouvait ainsi chaque matin, mais ne commentait jamais. Il se contentait de sourire et de lui souhaiter une bonne journée. La 7e nuit, elle dormit enfin dans le lit, un petit pas, mais significatif. La nourriture était aussi une question délicate. Amélie continuait de cacher des morceaux de pain et de fruits sous son oreiller, se préparant aux jours de pénurie que son esprit craignait encore. Isabelle le remarqua, changea les draps, lava tout et ne dit jamais un mot. Peu à peu, ces caches de nourriture se firent plus rares. Ce samedi matin ensoleillé, Jean-Luc était sur le balcon, buvant son café et répondant à des emails. Il avait considérablement réduit sa charge de travail ces dernières semaines, déléguant autant que possible pour être auprès d'Amélie. C'était un changement radical pour un homme qui travaillait autrefois 16 heures par jour. Amélie apparut silencieusement, comme toujours. Malgré le confort de sa nouvelle maison, elle se déplaçait encore comme une ombre, une habitude difficile à perdre après si longtemps dans la rue. « Bonjour, » dit Jean-Luc en lui souriant. « As-tu bien dormi ?» Elle hocha la tête et s'assit sur la chaise à côté de lui. Elle portait un t-shirt bleu et un short, de nouveaux vêtements qu'Isabelle avait achetés. Ses cheveux sombres, maintenant propres et brillants, étaient attachés en une simple tresse qu'Isabelle lui avait apprise. « Il y a du jus d'orange dans le réfrigérateur, » proposa Jean-Luc. « Veux-tu que j'aille te le chercher ?»« Je vais le chercher, » répondit Amélie en se levant. Une autre petite victoire. Pendant les premières semaines, elle se servait rarement, comme si elle avait peur de prendre quelque chose sans permission. Jean-Luc la regarda aller à la cuisine, ouvrir le réfrigérateur et se verser soigneusement du jus. Ses mouvements étaient encore précis. Pas de geste inutile, un vestige de tactique de survie des rues. Elle revint avec son verre et s'assit à nouveau. « Que veux-tu faire aujourd'hui » demanda Jean-Luc. « C'est une belle journée. » Amélie haussa les épaules, regardant la ligne d'horizon de la ville en contrebas. N'importe quoi. Il lui était encore difficile d'exprimer ses préférences ou ses désirs. Jean-Luc apprenait à reconnaître les petits signes, la façon dont ses yeux s'illuminaient à certaines choses, comment elles se détendaient un peu dans certains contextes. « Nous pourrions visiter l'aquarium, suggéra-t-il, ou le jardin du Luxembourg.
Il y a un lac là-bas avec des canards. » Quelque chose changea dans son expression, une étincelle subtile. « Des canards ? Oui, nous pouvons apporter du pain pour les nourrir si tu veux. » Amélie hocha la tête, essayant de cacher son excitation, mais Jean-Luc le remarqua. Il apprenait à lire ses expressions subtiles, son langage silencieux, développé pour la survie. Alors qu'il finissait le petit déjeuner, Isabelle arriva avec des documents que Jean-Luc devait signer. L'assistante avait naturellement endossé un rôle maternel pour Amélie, lui apprenant à tresser ses cheveux, à choisir ses vêtements et à faire de petites tâches ménagères. « Bonjour mon rayon de soleil », dit Isabelle en utilisant le surnom qu'elle avait donné à Amélie. La jeune fille ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent, son équivalent d'un accueil chaleureux. Isabelle posa les papiers sur la table avec un carnet de dessin et une boîte de crayons de couleur. « J'ai pensé que cela pourrait te plaire, » dit-elle nonchalamment, comme si de rien n'était. Amélie regarda les fournitures avec curiosité, mais ne les toucha pas tout de suite. Jean-Luc vit son hésitation. Elle était encore méfiante vis-à-vis des cadeaux, comme s'ils pouvaient disparaître à tout moment. « Vas-y, essaie », l'encouragea-t-il doucement en faisant glisser le carnet de dessin vers elle. « Isabelle m'a dit que tu avais fait un beau croquis hier. » La veille, alors que Jean-Luc était en visioconférence, Isabelle avait donné à Amélie des crayons et du papier. La jeune fille avait dessiné une série de cercles colorés qu'elle avait ensuite expliqué représenter ces royaumes de capsules. Amélie prit finalement un crayon bleu et commença à gribouiller sur le carnet. Jean-Luc et Isabelle échangèrent des regards rapides d'approbation, puis se concentrèrent sur les documents qu'ils devaient examiner. Pendant près d'1 heure, ils travaillèrent en silence pendant qu'Amélie dessinait. Occasionnellement, Jean-Luc la regardait, notant sa concentration intense, le bout de sa langue sortant du coin de sa bouche pendant qu'elle travaillait. Quand ils eurent bien fini d'examiner les documents, Isabelle prit congé, promettant de revenir le lendemain. « Amusez-vous bien au parc », ajouta-t-elle en souriant à Amélie. Jean-Luc rangea les papiers et regarda Amélie, qui dessinait toujours. « Puis-je voir ce que tu fais ?» Elle hésita, puis écarta le carnet, révélant sa création. Cependant, elle n'avait pas dessiné sur le carnet. Elle avait utilisé une serviette en papier sur la table. Jean-Luc fut surpris. Le dessin était simple, avec des lignes enfantines, mais extrêmement expressif. Il montrait 2 silhouettes, une grande et une petite, se tenant la main devant ce qui ressemblait à une maison avec un toit triangulaire et une cheminée d'où s'échappait de la fumée. Un soleil jaune vif brillait dans le coin supérieur et des fleurs colorées parsemaient la cour. C'était Jean-Luc et Amélie. Une maison, une famille. Quelque chose se serra dans la poitrine de Jean-Luc. Il essaya de parler, mais trouva que les mots ne venaient pas facilement. « C'est adorable, Amélie, » dit-il finalement. Elle regarda le dessin d'un œil critique. « Le toit est de travers. »« Non, il est parfait, » dit Jean-Luc en touchant légèrement la serviette. « As-tu déjà eu une maison comme ça? Un chez toi ?» Amélie secoua la tête. « Seulement dans ma tête. 3 mots simples contenant un monde de perte et de désir. » Jean-Luc sentit de nouveau son cœur se serrer. Qu'est-ce que c'était que de grandir sans un endroit à soi? Pas de sécurité, pas de lit chaud, personne qui vous attend à la fin de la journée. Jean-Luc prit la serviette avec précaution, se leva et quitta le balcon sans explication. Amélie le regarda partir avec une expression neutre, mais ses yeux le suivirent attentivement. Dans son bureau, Jean-Luc ouvrit un tiroir et sortit un vieil agenda en cuir. Entre ses pages, il gardait des photographies et des documents importants. Doucement, il plaça le dessin sur serviette d'Amélie entre les pages, le lissant pour qu'il ne se froisse pas. Quand il retourna sur le balcon, Amélie était toujours assise, sirotant son jus, apparemment indifférente. Mais Jean-Luc remarqua comment ses yeux se tournèrent vers ses mains vides, notant qu'il n'avait pas jeté son dessin. Il ne dit rien à propos de la serviette. Il ne mentionna pas qu'il l'avait placée parmi ses possessions les plus précieuses, ou à quel point cela l'avait touché. Au lieu de cela, il sourit et dit « On se prépare pour aller voir les canards ?» Leur journée au parc fut calme et agréable. Amélie était fascinée par les canards, bien qu'elle garde une expression sérieuse en les nourrissant.
Jean-Luc observa comment elle s'assurait de distribuer le pain équitablement, y compris aux plus petits canards qui restaient à la traîne. Ensuite, ils se promenèrent, s'arrêtant pour regarder un groupe d'enfants jouer au ballon. Amélie les regardait avec un mélange de curiosité et de prudence. Quand l'un des enfants lui fit un signe de la main, l'invitant à se joindre à eux, elle se cacha partiellement derrière Jean-Luc. « Tu n'es pas obligé de jouer si tu ne veux pas, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment faire, » répondit-elle, les yeux toujours sur les enfants. « Je pourrais t'apprendre une autre fois si tu veux. » Elle hocha la tête et ils continuèrent à marcher. Jean-Luc remarqua comment elle regardait les autres familles, parents et enfants, se tenant la main, des balades à califourchon, des rires, un monde qu'elle n'avait observé que de l'extérieur, comme en regardant à travers une vitrine. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent chez un glacier. Amélie choisit le chocolat, mais n'en mangea que la moitié avant de demander à garder le reste. « On peut toujours revenir en chercher plus », expliqua doucement Jean-Luc. « Je veux quand même le garder », insista-t-elle. Jean-Luc comprit. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. Pour Amélie, conserver les ressources était un instinct de survie profondément ancré. Ce soir-là, après le dîner, ils s'assirent dans le salon, regardant un documentaire sur les animaux marins. Amélie était captivée par les images colorées des poissons tropicaux et des récifs coralliens. Jean-Luc faisait des commentaires occasionnels, expliquant des faits intéressants sur les créatures. Quand le programme se termina, il était temps pour Amélie d'aller au lit. Cette partie de la routine était déjà bien établie. Un bain, brossage des dents, pyjama propre et une histoire lue par Jean-Luc avant de dormir. Alors qu'il l'abordait, Amélie semblait pensive, ses grands yeux fixés sur le plafond. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Jean-Luc. « Quelque chose te tracasse » Amélie resta silencieuse un moment, comme si elle rassemblait son courage. « Tu as une famille » demanda-t-elle finalement. La question prit Jean-Luc par surprise. Pendant toutes les semaines où Amélie avait vécu avec lui, il n'avait jamais vraiment parlé de son passé. « Mes parents sont morts il y a longtemps », répondit-il honnêtement. « Je n'ai ni frère ni sœur. »« Mais tu es riche », dit Amélie en fronçant les sourcils. « Dans les histoires, les gens riches ont toujours des familles. » Jean-Luc sourit à la logique enfantine. « La vraie vie est parfois différente des histoires. Tu n'as jamais eu d'enfant ? » « Non. » Jean-Luc fit une pause, se demandant combien partager. Il opta pour l'honnêteté. Amélie le méritait. « Je n'ai jamais eu d'enfant. Je ne me suis jamais marié. » « Pourquoi pas ? Je suppose que j'étais trop occupé à construire des entreprises, à gagner de l'argent. Je ne me suis jamais arrêté pour construire une famille. » Amélie encaissa cela, son visage sérieux, alors qu'elle traitait l'information. « Alors tu es seule ?» Ce n'était pas une question, mais une déclaration, et sa simplicité frappa profondément Jean-Luc. Oui, il avait été seul, même entouré d'employés, de partenaires, de connaissances. « Je l'étais », acquiesça-t-il doucement. Puis, après une pause, il ajouta « Mais si tu veux, nous pouvons en être une famille, je veux dire. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent, brillant dans la pièce faiblement éclairée. Un instant, Jean-Luc craignit d'être allé trop loin, trop vite. Peut-être n'était-elle pas prête pour un tel engagement. Puis Amélie fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'assit dans son lit et le serra dans ses bras fins, enroulés fermement autour de son cou, avec une force surprenante, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Merci » murmura-t-elle contre son épaule. « Personne n'a jamais voulu de moi avant. » Jean-Luc sentit une émotion écrasante monter dans sa gorge. Doucement, il la serra en retour, conscient de son petit corps fragile dans ses bras. Il voulait dire tant de choses, qu'elle était spéciale, qu'elle méritait l'amour, qu'il la protégerait toujours. Mais les mots semblaient inadéquats, alors il la tint simplement, laissant l'étreinte transmettre ce que les mots ne pouvaient pas. Quand elle se retira finalement, il y avait une humidité suspecte dans leurs deux yeux. « Je crois que j'aimerais avoir une famille, » dit Amélie, sa voix petite mais déterminée. « Moi aussi, » répondit Jean-Luc en ajustant la couverture autour d'elle. « Moi aussi. » Il éteignit la lumière, ne laissant qu'une petite lampe allumée, juste comme Amélie le préférait. À la porte, il se retourna pour la regarder une dernière fois.
La jeune fille était déjà allongée, les yeux se fermant alors que la fatigue de la journée la rattrapait. Sur la table de chevet, à côté du lit, Jean-Luc remarqua qu'elle avait arrangé ses capsules colorées dans un nouveau motif, un cercle parfait, comme un soleil ou peut-être une famille. Il ferma doucement la porte et se dirigea vers son bureau. Là, il ouvrit le tiroir et sortit l'agenda où il avait rangé le dessin d'Amélie. Il contempla les deux silhouettes se tenant la main devant une maison au toit de travers avec une cheminée fumante. Cette serviette contenait plus qu'un simple dessin d'enfant. C'était un souhait, un rêve, un espoir, et c'était une promesse que Jean-Luc avait l'intention de tenir. Sa routine s'installa progressivement dans le penthouse de Jean-Luc Barrette. À 7h30, Isabelle arrivait et préparait le petit déjeuner. À 8h, Jean-Luc sortait de sa chambre, impeccablement habillé, même les jours où il travaillait à domicile. Amélie apparaissait généralement quelques minutes plus tard, silencieuse comme toujours, ses pieds nus presque sans bruit sur le parquet. Les matins où Jean-Luc devait se rendre au bureau, il expliquait qu'il serait de retour dans l'après-midi. « Isabelle restera avec toi », disait-il, et Amélie hochait la tête, son visage sérieux cachant toute émotion. Très tôt, il remarqua comment elle vérifiait constamment l'horloge pendant son absence, comme si elle chronométrait le temps avant son retour, testant s'il tiendrait vraiment sa parole. Il revenait toujours. Ce matin-là, Jean-Luc avait une réunion importante qu'il ne pouvait pas reporter, un grand projet d'expansion du genre qui aurait normalement consommé toute son attention. Mais en se rendant au bureau, il se surprit à penser plus à Amélie qu'aux chiffres qu'il devrait présenter. « Êtes-vous sûr que tout va bien ?» demanda Andrea, sa vice-présidente, lorsqu'il se laissa distraire pour la 3e fois pendant la réunion. « Parfaitement », répondit-il, se forçant à se reconcentrer sur la discussion. Quand il retourna au penthouse à la fin de la journée, il trouva Isabelle dans la cuisine, en train de préparer le dîner. « Comment s'est passée sa journée ?» demanda-t-il, comme toujours. « Bien, » répondit Isabelle en coupant des légumes. « Nous avons regardé un documentaire sur les océans. Elle a posé quelques questions sur les baleines. Elle fit une pause. Et elle a beaucoup dessiné aujourd'hui. » Jean-Luc sourit. Depuis qu'il avait découvert le talent d'Amélie pour le dessin, il l'avait encouragée, lui fournissant du matériel de qualité, même si elle préférait toujours les serviettes en papier et les bouts de papier aux carnets de croquis coûteux qu'il achetait. Où est-elle maintenant ? Dans sa chambre, en train d'organiser ses capsules de bouteilles. Jean-Luc hocha la tête. Le royaume de capsules d'Amélie avait été transféré de la station abandonnée à sa nouvelle chambre, où il occupait une place spéciale sur le tapis. Parfois, elle passait des heures à les réarranger en motifs que seule elle comprenait. Sur le comptoir de la cuisine, une feuille de papier attira l'œil de Jean-Luc. Elle était différente de ses gribouillages habituels, plus élaborée, plus colorée. Il s'approcha pour mieux voir. C'était un dessin de la vue depuis le penthouse, la ligne d'horizon de la ville, en ligne simple mais reconnaissable, avec le soleil se couchant derrière les bâtiments. Au centre du dessin, sur le balcon qu'il reconnut comme le leur, se trouvaient 2 silhouettes, une grande et une petite, côte à côte. La qualité était étonnamment bonne pour une enfant de 6 ans. Il y avait une attention aux détails, la couleur exacte du ciel au crépuscule, les différentes tailles des bâtiments, même les plantes du balcon étaient représentées. Mais ce qui toucha le plus Jean-Luc, c'est la proximité des 2 silhouettes. Elles ne se tenaient pas la main comme dans le dessin sur serviette. Elles étaient simplement côte à côte, regardant la ville, partageant un moment, existant confortablement dans le même espace. Elle l'a laissé là avant d'aller dans sa chambre, dit Isabelle, remarquant son intérêt. Elle n'a rien dit, l'a juste posé et est partie. Jean-Luc toucha doucement le papier. « C'est incroyable, elle a du talent. »« Je suis d'accord, » acquiesça Isabelle, « mais je pense que c'est plus que ça. C'est sa façon de tout traiter. » Jean-Luc étudia le dessin un instant de plus. Puis il prit une décision. « Je vais lui dire bonne nuit, » dit-il en prenant le dessin. « Le dîner peut attendre quelques minutes. » Il trouva Amélie exactement comme Isabelle l'avait dit, assise sur le sol de sa chambre, organisant ses capsules. C'était un rituel qui semblait lui apporter du réconfort et un sentiment de contrôle. Jean-Luc l'observa depuis le seuil de la porte un instant avant de frapper doucement. « Puis-je entrer ?» Elle leva les yeux et hocha la tête.
ses yeux sombres, aussi observateurs que jamais. Jean-Luc entra et s'assit sur le bord du lit, faisant attention de ne pas perturber son royaume sur le sol. « J'ai vu ton dessin, » dit-il en tenant le papier. « C'est vraiment magnifique. » Amélie ne répondit pas, se contentant d'étudier le dessin dans ses mains avec une expression neutre. « J'aimerais en faire quelque chose de spécial, si ça ne te dérange pas, » continua Jean-Luc. « Quoi ?» demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur sa réserve. « Je veux l'encadrer, l'accrocher dans le salon pour que tout le monde puisse le voir. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Amélie. Surprise ou confusion. Pourquoi ? C'était une question simple, mais chargée de sens. Pourquoi quelqu'un voudrait-il exposer quelque chose qu'elle avait fait ? Pourquoi son dessin mériterait-il une place de choix ? « Parce qu'il est important pour moi, » répondit honnêtement Jean-Luc, « et parce que tu es talentueuse. » Amélie regarda ses capsules, puis de nouveau Jean-Luc. « Tu peux en faire ce que tu veux, » dit-elle finalement, d'un ton qui se voulait indifférent. Mais Jean-Luc remarqua comment ses petits doigts faisaient nerveusement tourner une capsule rouge, l'un des signes d'émotion qu'il apprenait à lire. « Merci, » répondit-il simplement. « Le dîner sera prêt dans quelques minutes. » En quittant la pièce, Jean-Luc savait déjà exactement ce qu'il allait faire. Tôt le lendemain matin, alors qu'Amélie dormait encore, Jean-Luc passa un appel à M. Dubois, le propriétaire de la meilleure galerie d'art de la ville, et par coïncidence, un grand admirateur de la collection de pièces contemporaines de Jean-Luc. « Dubois, j'ai besoin d'une faveur, » dit Jean-Luc lorsque l'homme répondit. « J'ai une œuvre d'art très spéciale qui a besoin d'être encadrée aujourd'hui. Est-ce possible ? » « Bien sûr, Jean-Luc. Apportez-la et nous nous en occuperons immédiatement. » Jean-Luc plaça soigneusement le dessin d'Amélie dans un portfolio et partit avant qu'elle ne se réveille, laissant une note à Isabelle expliquant qu'il serait de retour pour le déjeuner. À la galerie, M. Dubois examina le dessin avec un intérêt professionnel. « Une acquisition récente ?» demanda-t-il, curieux. « On pourrait dire ça, » répondit Jean-Luc avec un petit sourire. « C'est une artiste émergente avec beaucoup de potentiel. » M. Dubois hocha la tête, sentant l'importance de la demande sans poser d'autres questions. « Quel genre de cadre avez-vous en tête ? Simple, élégant, quelque chose qui n'éclipsera pas le dessin lui-même. » Ensemble, ils choisirent un cadre en bois sombre et fin avec un passe-partout blanc qui mettait en valeur les couleurs du dessin. M. Dubois promit qu'il serait prêt dans quelques heures. Quand Jean-Luc rentra chez lui en fin de matinée, portant le dessin parfaitement encadré, il trouva Isabelle et Amélie en train de faire des biscuits dans la cuisine. La scène le surprit. Amélie avait de la farine sur le nez et avait l'air presque détendue, alors qu'Isabelle lui montrait comment couper la pâte en cercle. Il cacha la pièce encadrée derrière son dos, hors de vue. « Ça a l'air amusant », commenta-t-il en entrant dans la cuisine. Amélie leva les yeux instantanément, essayant de voir ce que Jean-Luc cachait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Isabelle, remarquant sa posture. « Une surprise » répondit-il en souriant. « Finissez les biscuits d'abord. » Pendant qu'elle retournait à la pâtisserie, Jean-Luc se glissa dans le salon. Il scruta les murs, décidant où il serait le mieux. Finalement, il opta pour la bibliothèque principale, où il gardait ses livres les plus précieux et quelques photographies encadrées. Il retira une vieille photographie de lui-même, acceptant son premier grand prix d'affaires, et mit le dessin d'Amélie à sa place, en plein centre, à hauteur des yeux, impossible à manquer pour quiconque entrait dans la pièce. Il recula pour admirer l'effet. Le dessin, maintenant professionnellement encadré, n'avait pas l'air d'un simple travail d'enfant. Il avait une présence et une dignité, y appartenant autant que n'importe quelle œuvre d'art coûteuse qu'il possédait. Le déjeuner se déroula normalement, Amélie mangeant dans son silence habituel, ne parlant que lorsqu'on lui posait une question directe. Jean-Luc remarqua qu'elle continuait de lui jeter des coups d'œil, toujours intriguée par la surprise. Quand ils eurent fini, Jean-Luc se racla la gorge. « Amélie, je veux te montrer quelque chose dans le salon. » Elle le suivit, ses pas légers sur le sol. Isabelle vint avec eux, souriant légèrement. Elle avait deviné ce que Jean-Luc avait fait. Dans le salon, Jean-Luc pointa simplement la bibliothèque. Là-bas. Amélie regarda où il indiquait et, un instant,
Elle resta parfaitement immobile, ses yeux s'écarquillant légèrement, le seul signe visible de surprise sur son visage habituellement contrôlé. Lentement, elle s'approcha de l'étagère et se tint devant son dessin encadré. Elle ne parla pas. Elle ne sourit pas, mais elle leva la main et toucha le cadre du bout des doigts, un geste presque révérencieux. Jean-Luc et Isabelle échangèrent des regards, partageant un moment de compréhension mutuelle. Aucun des deux ne parla, craignant de rompre le charme. Amélie resta là, contemplant le dessin pendant près d'une minute entière. Son doigt traça le bord du cadre, puis toucha légèrement le verre au-dessus des deux silhouettes, regardant le coucher du soleil. Quand elle se retourna finalement, quelque chose dans ses yeux avait changé. Une certitude qui n'était pas là auparavant, une lueur de compréhension. Pour la première fois depuis son arrivée, Amélie semblait vraiment croire qu'elle avait une place. Dans les semaines qui suivirent, ce dessin encadré fut progressivement rejoint par d'autres. Amélie se mit à dessiner plus souvent, et Jean-Luc faisait encadrer chaque pièce avec soin chaque fois qu'elle le permettait. Petit à petit, un mur entier du salon devint une galerie personnelle, une chronologie visuelle documentant non seulement sa croissance artistique, mais aussi son sentiment croissant de sécurité. Les images devinrent plus lumineuses et plus détaillées. Les silhouettes, que Jean-Luc et Isabelle reconnaissaient discrètement comme étant eux trois, apparurent dans diverses scènes, nourrissant les canards au parc, faisant des biscuits dans la cuisine, parcourant des livres dans un magasin. Pendant ce temps, Jean-Luc prit une décision importante. Son expérience avec Amélie lui avait ouvert les yeux sur une réalité qu'il n'avait jamais vraiment comprise auparavant, le sort des enfants sans abri. Lors d'une réunion avec ses services juridiques et financiers, il annonça la création de la Fondation Barrett pour les enfants à risque. L'équipe du projet, expliqua-t-il, commencerait par rénover complètement 3 foyers pour enfants locaux et mettre en œuvre des programmes éducatifs et de santé mentale. « Je veux des installations de premier ordre », ordonna-t-il à son personnel surpris. Des lits confortables, des repas nutritifs, des espaces d'art et de lecture, et surtout un personnel qui se soucie vraiment. Les cadres échangèrent des regards perplexes. Ce n'était pas le Jean-Luc Barrett qu'ils connaissaient. L'homme concentrait uniquement sur les profits et l'expansion, mais personne ne le questionna. Le ton de sa voix ne permettait aucun débat. 6 semaines plus tard, le premier foyer rénové était prêt pour l'inspection. Jean-Luc décida d'emmener Amélie avec lui. « Je veux que tu vois quelque chose d'important aujourd'hui, » dit-il au petit déjeuner. Amélie le regarda avec curiosité, mais ne posa aucune question. C'était encore sa façon de faire. Observer, absorber, attendre. Dans la voiture, en route vers le foyer, Jean-Luc expliqua en termes simples ce qu'il faisait. « Tu te souviens de la vieille station de métro où tu vivais » demanda-t-il doucement. Amélie hocha la tête, son expression illisible. « Il y a beaucoup d'enfants comme toi qui n'ont pas d'endroit à eux. Alors j'essaie de les aider. Comment ? En créant des endroits où ils peuvent être en sécurité, des endroits avec de la nourriture et des lits. » Amélie absorba l'information en silence, regardant par la fenêtre de la voiture, alors que la ville défilait. Jean-Luc n'était pas sûr qu'elle comprenne pleinement, mais il sentait qu'il était important qu'elle soit incluse. Le foyer rénové était méconnaissable par rapport au bâtiment délabré qu'il était autrefois. La façade était peinte de couleurs vives, avec un petit jardin à l'entrée. À l'intérieur, tout était neuf. Meubles, appareils électroménagers, jouets, livres. La directrice, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, les accueillit chaleureusement. « Monsieur Barrett, c'est un honneur. Et qui est cette jeune demoiselle ? Voici Amélie, » répondit simplement Jean-Luc, sans s'étendre sur leur relation. Le processus d'adoption formelle se frayait encore un chemin à travers le système juridique compliqué. « Bienvenue, Amélie, » dit la directrice en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Voudrais-tu voir notre nouvelle salle d'art ? Nous avons beaucoup de matériel de dessin. » Amélie jeta un coup d'œil à Jean-Luc, qui hocha la tête pour l'encourager. Elle suivit la directrice en gardant une distance prudente. Pendant l'heure qui suivit, ils visitèrent le foyer entièrement rénové.
Jean-Luc parla avec le personnel, prit des notes sur des ajustements mineurs et s'assura que tout répondait à ses spécifications. Amélie suivait tranquillement derrière, ses yeux observateurs scrutant chaque détail. Dans le dortoir, Jean-Luc remarqua comment elle fixait les rangées de lits, chacun avec des matelas neufs, des draps colorés et un petit coffre pour les effets personnels à côté. Si différent du carton sur lequel elle dormait autrefois. Quand ils retournèrent à la voiture, Amélie semblait pensive. Jean-Luc respecta son silence, comme toujours. Ils étaient presque à la maison quand elle parla enfin. « Les autres enfants auront des lits aussi ?» La question surprit Jean-Luc, non pas pour son contenu, mais pour l'inquiétude implicite pour les autres. « Oui, » répondit-il, sentant une vague d'émotion. « Ils en auront maintenant. » Amélie se tourna de nouveau vers la fenêtre, mais pas avant que Jean-Luc n'attrape quelque chose de rare et de précieux, un léger sourire au coin de ses lèvres. C'était une sorte de victoire qu'elle comprenait, non pas sur l'argent, le pouvoir ou le prestige, qui était abstrait pour un enfant qui avait lutté juste pour survivre. C'était sur des choses concrètes, tangibles. Un endroit sûr pour dormir, un repas sur la table, quelqu'un qui se souciait. Quand ils arrivèrent à la maison, Amélie alla directement dans sa chambre. Une demi-heure plus tard, elle en sortit avec un nouveau dessin à la main. Sans un mot, elle le tendit à Jean-Luc. C'était le foyer, avec plusieurs petites silhouettes devant, des enfants se tenant la main avec des adultes. Un soleil jaune vif brillait au-dessus, et dans le ciel bleu se trouvait un seul mot écrit en lettres enfantines. « Merci. » Jean-Luc sentit une boule se former dans sa gorge. « Je peux encadrer celui-ci aussi ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Amélie hocha la tête, et pour la deuxième fois ce jour-là, elle sourit, un petit sourire timide, mais réel. Cette nuit-là, après qu'Amélie se soit couchée, Jean-Luc se tenait dans le salon, regardant le mur maintenant tapissé de ses œuvres d'art. Du simple croquis de deux silhouettes regardant le coucher du soleil à la représentation vibrante d'enfants trouvant la sécurité, la progression était claire. Ce n'était pas seulement l'art qui grandissait, Amélie grandissait aussi. Et Jean-Luc reconnut, avec une certaine surprise, que lui aussi. La lumière du matin brillait dans un ciel d'un bleu clair, contrastant avec l'ambiance tendue à l'intérieur du penthouse de Jean-Luc Barrette. Dans 3 heures, il donnerait sa première conférence de presse officielle depuis l'accident. Les journalistes voulaient des détails sur la tentative de meurtre, sa convalescence et les rumeurs sur la petite fille qui vivait maintenant avec lui. Jean-Luc ajusta sa cravate pour la 3e fois, fixant son reflet dans le miroir. Les cicatrices visibles de l'accident s'étaient pratiquement estompées, mais il sentait encore une douleur occasionnelle dans ses côtes lorsqu'il bougeait trop vite. Des rappels physiques de la nuit qui avaient tout changé. L'interphone sonna. Isabelle répondit et l'informa que Gérard était arrivé. « Faites-le monter », ordonna Jean-Luc, se jetant un dernier regard dans le miroir. Amélie était dans le salon, dessinant dans son nouveau carnet. Au cours des dernières semaines, elle avait développé une routine matinale. Petit déjeuner avec Jean-Luc, puis dessin ou lecture pendant qu'il travaillait sur ses emails. C'était une normalité qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginée des mois auparavant. « Bonjour, mon rayon de soleil », dit Gérard en entrant, utilisant le surnom qu'Isabelle avait inventé et que tout le monde avait adopté. Amélie ne répondit pas verbalement, mais leva les yeux un instant, un accusé de réception silencieux, qui pour elle était presque un accueil chaleureux. « Nous devons parler », dit Gérard, son ton indiquant que ce n'était pas pour les oreilles d'Amélie. Jean-Luc hocha la tête. « Isabelle, pourriez-vous rester avec Amélie un moment ? Nous serons dans le bureau. » Isabelle, qui arrangeait des fleurs sur la table à manger, sourit. « Bien sûr. »« Hé, rayon de soleil, veux-tu m'aider à faire ces biscuits au chocolat que tu aimes ?» Dans le bureau, la porte fermée, Gérard posa un dossier sur le bureau. « Le rapport final, » dit-il simplement. Jean-Luc s'assit, ouvrant le dossier avec un calme qui ne reflétait pas sa tension intérieure. Au cours des dernières semaines, Gérard avait mené une enquête détaillée sur le sabotage, parallèlement à l'enquête officielle de la police. La tentative a été orchestrée par Henri Lay, votre ex-partenaire, dit Gérard, alors que Jean-Luc commençait à lire. Il est déjà en garde à vue. La police l'a attrapé la nuit dernière, alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol pour les îles Caïmans.
Jean-Luc encaissa l'information sans surprise. D'une certaine manière, il s'y attendait. Henri Lay avait été son partenaire commercial pendant près d'une décennie, jusqu'à ce que Jean-Luc découvre qu'il détournait des fonds de l'entreprise. Son licenciement et le scandale qui s'ensuivit avaient détruit la réputation de Lay. Il a engagé un mécanicien avec un casier judiciaire pour trafiquer les freins, continua Gérard, et a modifié les serrures des portières pour qu'elles se bloquent à l'impact. Il voulait s'assurer que vous seriez piégé lorsque le feu commencerait. Jean-Luc prit une profonde inspiration, parcourant le rapport détaillé, photos, déclarations, relevés bancaires. Les preuves étaient accablantes. « Sans Amélie, dit-il, laissant la phrase en suspens. « Exactement, acquiesça Gérard. Lay n'a jamais compté sur une gamine des rues apparaissant de nulle part pour vous sauver. » Jean-Luc ferma le dossier et se leva, se dirigeant vers la fenêtre. En bas, la ville continuait sa course, inconsciente du drame qui se jouait dans ce penthouse. « Qu'allez-vous dire à la conférence de presse » demanda Gérard. « La vérité, » dit simplement Jean-Luc. « Mais je ne suis pas vraiment ici pour parler de Lay aujourd'hui. » Un léger coup à la porte les interrompit. Isabelle entra, l'air un peu inquiète. « Désolé de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Amélie est nerveuse à propos de la conférence de presse. Elle ne l'a pas dit directement, bien sûr, mais elle a demandé 3 fois si elle devait venir avec vous. » Jean-Luc échangea un regard avec Gérard. « Merci, Isabelle. Je vais lui parler. » Il trouva Amélie dans la cuisine, assise à table avec un verre de lait intact devant elle, ses grands yeux sérieux fixés sur lui dès qu'il entra. « Hé !» dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. « Isabelle m'a dit que tu t'inquiétais pour la conférence de presse. » Amélie haussa les épaules, ce geste que Jean-Luc connaissait si bien, sa tentative de paraître indifférente quand quelque chose la dérangeait vraiment. « Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas, » la rassura-t-il. « En fait, je préférerais que tu restes ici avec Isabelle. Il y aura beaucoup de caméras et de gens qui poseront des questions. Ce n'est pas un endroit agréable. Mais tu vas parler de moi, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une déclaration. » Jean-Luc hocha la tête. « Oui, les gens sont curieux. Ils veulent savoir qui m'a sauvé cette nuit-là. Et aussi, il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Je veux leur dire ce que nous avons décidé. Que tu es ma fille maintenant, si ça te va. » Amélie encaissa cela en silence, ses petits doigts traçant des motifs invisibles sur la table. « Ils voudront me voir après. » La perspicacité de sa question ne surprit pas Jean-Luc. Amélie avait toujours une compréhension au-delà de son âge. Probablement que certains journalistes demanderont des interviews, des photos, mais nous ne ferons rien que tu ne veuilles pas. Je te le promets. Amélie hocha lentement la tête. « D'accord, tu peux leur dire. » Jean-Luc sourit, reconnaissant la confiance implicite dans ces simples mots, une confiance gagnée, jour après jour. 2 heures plus tard, Jean-Luc faisait face à une mer de caméras et de microphones dans l'auditorium de Barrett Industries. Les flashs crépitaient sans cesse alors qu'il montait sur le podium, accompagné de son avocat et de Gérard, qui se tenait discrètement à sa droite. « Bonjour !» commença Jean-Luc, sa voix stable à travers les haut-parleurs. « Merci d'être venu. Comme vous le savez, je suis ici pour discuter de l'incident qui a failli me coûter la vie il y a 2 mois. » Les caméras continuaient de flasher alors qu'il donnait un bref compte-rendu de l'accident. Puis, avec un calme imperturbable, il annonça « L'enquête est terminée. La tentative a été planifiée et exécutée par mon ancien partenaire, Henri Lay, qui est maintenant en garde à vue. Je n'entrerai pas dans les motifs ou les détails juridiques, car c'est l'affaire des tribunaux. » Un murmure se propagea dans la foule. Les journalistes levèrent la main, avides de questions, mais Jean-Luc leva la sienne pour demander le silence. « L'auteur a été identifié et sera traité par la loi. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur ce qui m'a donné la force de continuer. » La salle devint silencieuse. Tout le monde se concentra sur ces mots. La nuit de l'accident, alors que j'étais piégé dans une voiture en feu sans espoir de survie, quelque chose d'improbable s'est produit. Un enfant, une fillette de 6 ans vivant dans la rue, a risqué sa propre vie pour sauver la mienne. Jean-Luc fit une pause, l'émotion lui serrant la gorge. Ce n'était pas dans le communiqué de presse soigneusement préparé.
C'était authentique. Elle s'appelle Amélie. Et dans les semaines qui ont suivi mon accident, alors que je me remettais, quelque chose d'extraordinaire s'est produit entre nous. Quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Un autre silence, plus profond cette fois. Même les photographes semblaient en prendre moins de photos, comme captivés par l'histoire. Amélie, la fille qui m'a sauvé, est aujourd'hui ma fille. L'adoption a été finalisée la semaine dernière. Jean-Luc sourit, un vrai sourire qui illumina son visage habituellement sérieux. Et c'est de cela que je suis le plus fier. Les journalistes éclatèrent en questions maintenant, mais Jean-Luc ne répondit qu'aux plus pertinentes. Non, Amélie n'était pas présente. Oui, elle s'adaptait bien. Non, il n'autoriserait pas d'interview avec elle pour le moment. Ma priorité est son bien-être et sa vie privée, déclara-t-il fermement. J'espère que tout le monde respectera cela. Quand la conférence de presse se termina enfin, Jean-Luc était épuisé, mais satisfait. Il avait dit ce qui devait être dit, indiquant clairement qu'Amélie faisait maintenant partie de sa vie, non pas comme un cas de charité ou un projet de relations publiques, mais comme sa fille. « Vous avez très bien géré ça », commenta Gérard dans la voiture sur le chemin du retour. « C'était plus facile que je ne le pensais », admit Jean-Luc. « Une fois que j'ai commencé à parler d'Amélie, le reste est venu naturellement. À la maison, Isabelle les accueillit avec la nouvelle que tout s'était bien passé. Amélie avait passé l'après-midi à dessiner et à aider à faire des biscuits, apparemment sans anxiété. Elle a regardé un peu la conférence de presse à la télé, dit doucement Isabelle. Elle est devenue très silencieuse quand vous avez mentionné l'adoption. Jean-Luc trouva Amélie dans le salon, assise sur le canapé, avec son carnet de croquis. Elle leva les yeux alors qu'il entrait, ses yeux l'étudiant comme toujours, cherchant tout signe de changement ou de danger potentiel, une habitude qui ne disparaîtrait peut-être jamais complètement. « Et » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Comment s'est passée ta journée ?»« Normal, » répondit-elle en fermant le carnet. « Je t'ai vu à la télé. »« Vraiment ? Qu'en as-tu pensé ?» Amélie haussa les épaules, mais il y avait un soupçon de sourire sur ses lèvres. « Tu avais l'air important. » Jean-Luc rit. « Eh bien, la seule chose importante que j'ai dite, c'était à propos de toi. » Il se leva et se rendit à son bureau, revenant quelques instants plus tard avec quelque chose dans les mains, un cadre en argent assorti aux autres sur la bibliothèque. « J'ai une surprise, » dit-il en le tendant à Amélie. C'était une photo d'eux, prise par Isabelle la semaine précédente lors d'une sortie au parc. Sur celle-ci, Jean-Luc et Amélie étaient assis sur un banc, se regardant. Jean-Luc avait un large sourire et Amélie montrait un de ses rares sourires. Petit, encore hésitant, mais indéniablement réel. « J'ai pensé qu'on pourrait le mettre là-bas », suggéra Jean-Luc en montrant l'étagère qui exposait ses prix les plus importants. Trophées d'affaires, reconnaissance de l'industrie, photos avec des personnes influentes. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'étagère. Jean-Luc déplaça quelques objets pour faire de la place au centre, juste à côté de sa plus prestigieuse distinction, entrepreneur de l'année d'il y a 5 ans. « Comment ça te semble ?» demanda-t-il après avoir positionné la photo. Amélie était silencieuse, contemplant l'étagère. Là, elle était, son image conservée dans un cadre élégant, placé parmi les biens les plus précieux de Jean-Luc, non pas cachée, mais bien en évidence. Importante. Lentement, elle tendit la main et toucha tendrement le cadre, ses doigts traçant le bord argenté. Quand elle se tourna vers Jean-Luc, il y avait un sourire sur son visage, plus grand et plus assuré que tous ceux qu'il avait vus auparavant. « J'aime bien, » dit-elle simplement. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu sembler une réponse réservée, mais Jean-Luc connaissait assez bien Amélie maintenant pour reconnaître la profondeur du sentiment derrière ces simples mots. C'était plus qu'une approbation, c'était l'acceptation, l'appartenance. La photo sur l'étagère était plus qu'une simple image. C'était une déclaration. Amélie Barrette avait maintenant une place permanente, un nom, une famille, une maison. Et pour une fille qui avait passé sa vie à être invisible, cela signifiait tout. L'uniforme scolaire attendait dans l'armoire depuis 3 jours. Jupe plissée grise. Chemisier blanc avec l'emblème du lycée Louis-le-Grand brodé sur la poche. Un cardigan bleu marine pour les jours froids.
Des chaussettes blanches soigneusement pliées dans le tiroir, des chaussures noires cirées à côté du lit. Jean-Luc vérifiait tout, comme s'il avait peur que cela ne disparaisse pendant son sommeil. Le matin du grand jour, il se réveilla avant le réveil. 5h30. Il passa quelques minutes à regarder le plafond, ressentant une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis ses premières grandes affaires. Faire accepter Amélie au lycée Louis-le-Grand n'avait pas été facile, même avec ses ressources et son influence. Il y avait des obstacles, pas de dossiers scolaires antérieurs, un historique médical incomplet, les lacunes inévitables dans le développement d'un enfant qui avait vécu dans la rue pendant des années. Elle est exceptionnellement brillante, avait insisté Jean-Luc lors de l'entretien final avec la directrice, Madame Dupont. Elle a juste besoin d'une chance. La directrice, Madame Dupont, avait examiné les dessins étalés sur son bureau. Des paysages urbains détaillés, des silhouettes expressives, des couleurs vibrantes racontant des histoires sans mots. « Je suis d'accord », avait-elle finalement dit après une longue évaluation. Nous commencerons par des évaluations individuelles, puis nous l'intégrerons progressivement dans les classes régulières. Dans la cuisine, Jean-Luc prépara le petit déjeuner avec un soin particulier. Œufs brouillés, toast beurré, jus d'orange fraîchement pressé, le genre de repas qu'un père ferait pour sa fille le premier jour d'école. Le mot résonnait encore étrangement dans son esprit. Dans les documents officiels, les titres de journaux, les conversations avec les avocats et les travailleurs sociaux, il était maintenant légalement le père d'Amélie Barrette. À 6h40, il entendit de légers pas dans le couloir. Amélie apparut à la porte de la cuisine, déjà habillée de l'uniforme complet. Ses cheveux noirs, encore en désordre, malgré une tentative évidente de les peigner. Ses yeux, habituellement gardés, semblaient plus grands aujourd'hui, anxieux. « Bonjour », dit Jean-Luc, essayant de garder un ton décontracté, malgré le nœud dans son estomac. « As-tu bien dormi ?» Elle hocha la tête et s'assit à table. Ses pieds en chaussettes blanches immaculées se balançaient au-dessus du sol. « Isabelle sera là dans 15 minutes pour t'aider avec tes cheveux, mentionna-t-il en servant le jus d'orange. « J'ai essayé moi-même, dit Amélie en passant la main sur ses mèches rebelles, mais ça n'a pas marché. Ça a l'air bien, dit Jean-Luc en souriant. Mais Isabelle est meilleure que nous deux, réunis pour ça. Quand Isabelle arriva, elle apporta un petit cadeau emballé dans du papier coloré. Pour toi, mon rayon de soleil, dit-elle en le tendant à Amélie. Un petit porte-bonheur pour ton premier jour. C'était une petite broche en forme de soleil doré, délicate et brillante. À épingler sur ton cardigan, expliqua Isabelle, pour que tu te souviennes que tu brilles toujours, même les jours nuageux. Amélie toucha la broche avec précaution, comme si elle avait peur qu'elle ne se brise. « Merci », murmura-t-elle, sa voix petite mais claire. Isabelle transforma les cheveux sauvages d'Amélie en une tresse soignée, puis épingla la broche sur le cardigan bleu marine, la plaçant sur son cœur. « Parfait », déclara-t-elle en reculant pour admirer son travail. « Tu es magnifique, mon rayon de soleil. » Gérard les conduisit à l'école, car Jean-Luc avoua qu'il était trop nerveux pour conduire. Sur la banquette arrière, Amélie serrait fermement son tout nouveau sac à dos, bleu avec des étoiles argentées, sur ses genoux, comme si c'était un bouclier. Par la fenêtre de la voiture, la même ville défilait, la ville où elle errait autrefois sans être vue, collectant des capsules de bouteilles et survivant au jour le jour. Le lycée Louis-le-Grand, avec ses pelouses vertes et ses bâtiments en briques rouges, présentait un contraste saisissant avec son passé. Des enfants en uniformes identiques convergeaient vers l'entrée, certains excités, d'autres endormis, tous appartenant clairement à quelque chose de plus grand. Jean-Luc et Amélie remontèrent le chemin de pierre vers le bâtiment principal. D'autres parents les regardaient, certains ouvertement curieux. L'histoire de Jean-Luc Barrette et de sa fille adoptive avait fait la une des magazines et des journaux ces dernières semaines. À l'entrée de l'aile élémentaire, l'enseignante attendait. Une femme d'âge mûr avec un sourire bienveillant et des yeux perçants. Elle expliqua brièvement comment la journée se déroulerait. Des évaluations légères, des activités d'intégration, rien de trop écrasant pour un premier jour. « Je serai avec elle tout le temps », rassura-t-elle Jean-Luc. « Nous irons étape par étape. » Le moment de l'adieu était venu.
était... Jean-Luc s'agenouilla pour regarder Amélie dans les yeux. Une seconde, il vit dans ses yeux sombres la même fille qu'il avait trouvée par une nuit d'orage, risquant tout pour sauver un étranger. « Es-tu prête ?» demanda-t-il doucement. Amélie hocha la tête, ses doigts se resserrant sur les bretelles de son sac à dos. Puis, juste au moment où elle était sur le point de suivre l'enseignante, elle s'arrêta. Elle se retourna vers Jean-Luc et, pour la première fois, elle posa la seule question qui comptait. « Tu seras là quand je sortirai ?» Cette question contenait des mondes entiers. Il ne s'agissait pas seulement de ce jour ou de cette école. Il s'agissait de confiance, de promesses, de l'avenir. Il s'agissait de toutes les fois où des adultes avaient disparu de sa vie auparavant. « Toujours », répondit Jean-Luc, sa voix stable malgré l'émotion dans sa gorge. « Je te le promets. » Amélie l'étudia une seconde de plus, comme pour mesurer la vérité de cette promesse. Puis, étonnamment, elle s'avança et le serra dans ses bras, un câlin rapide, presque timide, mais un câlin tout de même. Sans se retourner, elle suivit l'enseignante à travers les portes vitrées. Jean-Luc resta là, regardant jusqu'à ce que la petite silhouette en uniforme disparaisse à l'intérieur. Mais ses yeux ne voyaient plus l'enfant terrifié des rues, celle qui se cachait dans l'ombre, invisible pour un monde qui choisissait de ne pas la voir. Maintenant, il voyait Amélie Barrette, une fille avec un nom, une identité, un sentiment d'appartenance. Un enfant qui dessinait des mondes colorés et nourrissait les canards au parc. Une élève sur le point de découvrir les bibliothèques, les laboratoires, les amis et des possibilités infinies. Elle n'était plus invisible. Elle était sa fille. Et en cela résidaient deux saluts, le sien et le sien. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de gens. À la prochaine!